Bastos se fait envoyer paître par Michou pour son anniversaire. Aquababe balance tout ce qu'il sait sur Marois et Vincent. Le retour de la JLC Family ou encore Camille Froment violente avec sa fille. Cette émission va pas mal vous faire réagir. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MTT, votre émission spécialisée dans l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on a une émission très chargée en termes d'actu et je pense que celle-ci va vous apporter plein d'infos sur plein de choses que vous ne saviez plus, que vous ne saviez pas. C'est plus français. On se retrouve dans un très court instant pour la mise au point qui est d'ailleurs pas mal chargée cette semaine. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque dimanche et j'espère que vous allez apprécier l'émission. Bienvenue sur Mix the Tea, c'est parti, jingle. Je commence donc l'émission par une mise au point comme chaque semaine. Cette mise au point, elle va être assez positive pour le coup. Je vous ai écouté et j'ai quelques points à vous faire. Premièrement, j'ai vu vos messages m'expliquant que le Age After avait bougé et que c'était plus du tout le dimanche mais le lundi selon ce que vous m'avez dit. Et donc je vous remercie de m'avoir prévenu parce que je vous avoue que ça me fait plaisir en fait de voir que du coup le dimanche est redevenu un petit peu mon jour en termes d'actualité, télé-réalité et people. Et peut-être que ça me dira à décider de le mettre le lundi pour justement bien commencer la semaine aussi avec les internautes, les agiateurs et les agiatrices. Je vous avoue que de mon côté, je ne regarde plus du tout Aja depuis ce nouveau décor. J'ai regardé vite fait et j'ai eu beaucoup de mal après quoi. Mais du coup, ça me fait quand même plaisir quand vous me prévenez que, par exemple, Anouchka parle de moi, qu'il y a des actus qui peuvent m'intéresser à l'intérieur ou alors ce genre de nouveautés quand vous saviez que ça me stressait de voir un Age After juste après moi le dimanche, étant donné que forcément, ça me met de l'ombre. Donc merci à toutes les personnes bienveillantes qui m'ont prévenu. Deuxième chose, je veux aussi vous prévenir que je vous ai entendu, effectivement, les stories de la semaine vont se démultiplier comme avant. Avant, il y avait 4 à 5 stories de la semaine et la semaine passée ou celle d'avant, je vous ai demandé en fait si ça vous manquait d'avoir plusieurs stories de la semaine, d'avoir plusieurs choses à l'intérieur de cette chronique, un petit peu comme dans MTTI, et vous avez été nombreux et nombreuses à m'expliquer que en fait, ce qui vous plaisait dans les stories de la semaine, c'est de découvrir des vidéos qu'on n'avait pas vues sur Twitch, et donc je me suis dit que c'est exactement ce que j'allais faire cette semaine pour tester. Donc cette semaine, nous avons 4 stories de la semaine et je pense sincèrement que ce qu'il y a à l'intérieur peut vous intéresser et par conséquent, j'espère que ça sera le cas et j'attendrai vos retours dans l'espace commentaire. Dernière chose les amis, la semaine dernière, MTT a été démonétisé à cause d'une insulte qui a été faite à Vincent Queijo dans un magnéto et effectivement, c'est quelque chose qui a démonétisé l'émission. Donc si jamais vous souhaitez me soutenir cette semaine par rapport à celle de la semaine dernière, n'oubliez vraiment pas de liker, commenter et surtout partager l'émission sur Instagram en me taguant. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça aide grandement à la faire développer et donc à ramener plus de personnes et plus d'audience sur MTT. C'est vrai que j'ai failli enlever MTT la semaine dernière et le re-upload sans le magnéto, mais je me suis dit vous savez quoi, tant pis, c'est pas grave, ça n'arrive quasiment jamais, donc j'espère que ça ne se reproduira pas parce qu'un MTT démonétisé, ça veut dire un bureau qui peut s'envoler. Non, je rigole, mais vous avez compris le délire et c'est pour ça, encore une fois, je tiens à être extrêmement transparent avec vous. En tout cas, vous allez voir à travers le sommaire que l'émission cette semaine, elle est chargée. Je vous ai écouté, on va voir dans plusieurs horizons. On a quasiment, si je dis pas de bêtises, que des actus qui n'ont pas été vues sur Twitch. J'essaye vraiment de vous écouter et je essaye principalement de vous rendre l'émission la plus divertissante et intéressante possible. J'ai aussi entendu tout ce qui se dit par rapport à Marois. On l'a dans les gros dossiers, mais le dossier est beaucoup plus court. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt ne plus en parler, je pense. Allez, je vous laisse avec le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Au sommaire de cette émission, 4 stories de la semaine, la FAQ de Aquababe, Bastos parle de Michou, Nicolas Lodina donne des nouvelles et Adixia déménage enfin. Oh, et on a un petit bonus. Le top actu est chargé, on parle de Cindy Lopez qui aurait eu une relation avec Emmanuel, Hilary fait un update sur Bali, le racisme qu'a vécu et qu'a subi surtout Ebony, Lena a une relation toxique, elle nous en parle, et Milchou et Elsa, la vérité, selon le blogueur Aquababe. Mon avis sur cette semaine parle de des vidéos d'ailleurs, de Aaron et de Fleur et compagnie. J'ai hâte de vous en parler, j'ai analysé tout ça. Le cœur actu nous parle de beaucoup de choses, Koh-Lanta a été interrompu, une mise au point par rapport
rapport à TPMP, un filtre TikTok a fait beaucoup parler, Jennifer et Kane sont gênantes, Julie Ritchie récupère ses enfants, Julie et Jordan ont une rupture officielle, Camille Froment est violente avec sa fille et enfin le retour de la JLC Family. Deux gros dossiers cette semaine, Chloé et Enna ont fait le point, Marwa Meraska, problème de santé et également révélation, l'émission risque de pas mal vous faire réagir. Nous terminerons d'ailleurs avec une découverte de la semaine, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu, mais cette semaine on retente. Allez c'est parti, jingle, bienvenue sur MTT et on commence immédiatement avec les 5 stories de la semaine. Alors les amis, la première story de la semaine est en fait une FAQ du blogueur Aquababe. Il a fait pas mal de petites révélations directement sur sa story Instagram et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Ça faisait un long moment en fait que j'avais pas fait ça. C'est vrai qu'à chaque fois avant on prenait les questions-réponses de Aquababe, on les mettait en story de la semaine. Je me suis dit pourquoi ne pas recommencer. Donc je vous explique ce qu'il a dit. Première question, une explication pour Marwa et Vincent. Vincent disait qu'il ne ferait pas la villa. J'en ai parlé la semaine dernière je crois et effectivement apparemment Vincent Queijo et Marwa pourraient avoir un patio dans la villa. J'en ai d'ailleurs fait un TikTok, n'hésitez pas à venir me suivre. Aquababe dit de leur côté c'est démenti, de mon côté c'est réconciliation dans la villa. Sissika en embrouille avec la JLC parce que le tournage a repris, on en parle tout à l'heure. Aquababe dit non, c'est juste plus dans sa DA d'aller dans des émissions de télé-réalité. Prochaine question, que devient Martika? C'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup et Aquababe nous dit eh bien Martika sera un livre prochainement, il est d'ailleurs en précommande. Kevin Gage est cool avec toi, il te fait de la pub, est-ce que c'est le seul influenceur? Aquababe dit pas que lui, franchement c'est mes Aquababies, ils boostent mon snap, je suis proud of you, enfin proud of them, enfin il est fier d'eux quoi, ils sont gentils. Et dernière question, quel tournage font Emin, Maïsan, Noémie et Eddie, la JLC Family? Donc on a Eddie et Maïsan à l'intérieur de la JLC, j'ai trop hâte de voir ça, mais on en reparle dans un instant. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié le côté FAQ Aquababe dans MTT, je pourrais vous le mettre chaque semaine. Deuxième story de la semaine les amis, nous parlons de Bastos. Et Bastos a fêté son anniversaire il y a pas si longtemps que ça et il a voulu en fait passer sur un live de Michou et tenter à ce que Michou, grand youtubeur et influenceur dont nous reparlerons dans un instant, lui souhaite son anniversaire. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas et la réponse de Michou a été assez froide. Avant de vous laisser écouter, j'ai vu plein de commentaires qui suggéraient que c'était un montage vidéo, que Michou n'avait pas vraiment dit ça, que c'était une sorte de deepfake, etc., etc. Et Bastos a réagi directement en story en disant qu'il ne savait pas faire ce genre de manipulation avec des montages et que donc par conséquent eh bien, les mots auraient été bien réels. Vous me direz ce que vous en pensez et joyeux anniversaire Bastos quand même. Je suis pas Michou mais ça compte peut-être. Franchement je m'en tape un rein, je m'en tape une couille. Les amis, hier c'était mon anniversaire, 37 ans. Non, je m'en bats les couilles, j'ai plus peur de vieillir. Rien ne change pour moi. J'ai le live de Michou en fond. Vous êtes chaud? J'essaie d'avoir un joyeux anniversaire. Michou, hier, c'était mon anniversaire. Michou, hier c'était mon anniversaire. Franchement mon frérot, vous êtes 6000 sur le live, il y a 300 jours dans l'année, donc je pense que t'es pas le seul. Il y a plein de gens, c'était leur anniversaire hier. Et franchement je m'en tape un rein, je m'en tape une couille. Mais merci pour l'info en tout cas. Troisième story de la semaine, Nicolas Lodzina donne des nouvelles. Vous l'avez suivi, malheureusement, Stéphanie Clairbois a subi une fausse couche et c'est vrai qu'après ils se sont un petit peu éloignés sur les réseaux. Si vous avez suivi l'émission de lundi, je vous ai dit que Stéphanie avait repris la parole expliquant qu'elle remerciait bien sa communauté et tous les messages qu'elle a reçus par rapport malheureusement à cette fausse couche et Nicolas Lodzina a également donné des nouvelles et donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Qui ose me déranger pendant mon tournage? Je vous laisse écouter Nico et encore une fois, un grand courage à toutes les personnes qui traversent une épreuve similaire et difficile. C'est vrai les gars, je n'ai pas été ultra présent. Je parle beaucoup moins, etc. sur les réseaux. Parce que comme je vous ai dit, mon fils était en vacances avec moi. Je me suis beaucoup occupé de lui, on a fait plein de belles choses. Je suis resté aussi un peu près de ma chérie. Vous doutez bien que c'était pas la joie. Donc je suis resté près d'elle, j'ai pris soin d'elle et on a surtout pris soin de se déconnecter de tout ça
des ondes négatives, Voilà. En tout cas, merci à vous. Vous avez été des milliers, mais c'est pas des centaines, c'est des milliers à nous apporter des petits messages, du soutien, et ça fait énormément plaisir. Énormément plaisir, c'est là qu'on voit qu'on est soutenu, qu'on est suivi, qu'on est un peu aimé aussi. Et vraiment, je vous le dis du fond du cœur, toutes les personnes qui regardent ce snap, vraiment merci beaucoup. Vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir des milliers de messages positifs, encourageants, aimants. On ressentait vraiment beaucoup de tendresse et d'amour. C'est vrai que vous nous suivez depuis des années à la télé. Update du côté de Adixia, elle déménage enfin. C'est quelque chose qu'on a tous et tous suivi, notamment via sa rupture et son divorce avec Simon Ferro. On savait que Adixia cherchait à déménager et elle a enfin trouvé un endroit où vivre. Raison pour laquelle je vous en parle, ça a été pris chez Dump FR. Je vous laisse avec Adixia, très heureuse de déménager. Mon petit projet de vie que j'attendais avec impatience de vous dévoiler. Je suis à la fois contente, mais j'ai quand même un petit pincement au cœur parce que ici j'étais la première occupante. Je suis restée 3 ans et j'ai vécu de très 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 belles choses dans cette maison. J'ai vraiment tout adoré, le lieu, enfin il y a vraiment tout. Enfin, en soi je suis pas très loin d'ici, enfin de là où j'habite. Mais et la maison n'est pas plus petite comme je voulais parce que c'est vrai je voulais quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus cosy, mais finalement bon ça a été plus fort que moi. J'ai quand même trouvé plus ou moins allez, on va dire que le bas est beaucoup plus cocooning. Une belle petite cuisine, j'ai 2 étages assez spacieux. En fait, en termes de grandeur, on est exactement sur la même chose, mais c'est disposé différemment. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, bon, c'est beaucoup plus cocooning et je sais que quand je serai seule chez moi, ma solitude résonnera moins qu'ici en tout cas. Donc voilà, c'est moins prise de tête aussi au niveau du ménage parce que bon, ici j'ai quand même 4 étages, 2 salles de bain. J'ai des femmes de ménage, mais moi j'aime bien faire le ménage moi-même, donc je sais que ça ira beaucoup plus vite là-bas. Voilà, sinon je suis aussi la première occupante de cette nouvelle maison et je suis contente. Voilà, écoutez, c'est repartir à zéro. C'est toujours en Belgique et vous savez ce qui va manquer le plus ici? Je vais vous montrer. C'est toujours en Belgique. Exactement cette vue qui va me manquer. Je pense que c'est la plus belle vue que j'ai eue de toute ma vie. Si vous saviez combien d'heures je suis restée devant cette fenêtre à contempler même les phénomènes avec la météo, genre quand il y avait des arcs-en-ciel, des orages, la neige, le coucher de soleil. Et puis je voyais toujours des petits animaux passer. Enfin bref, on a la campagne quoi. Mais sachez que je suis restée beaucoup de temps devant cette fenêtre. La maison, vous la connaissez quand même sans vraiment la connaître parce qu'on a tourné beaucoup de fois ici. On va tourner aussi dans la prochaine maison, mais je veux dire, voilà, ça me fait un petit truc quand même. Et puis j'accueille ce nouveau départ, les bras grands ouverts, parce que j'en ai besoin. Et enfin, je termine les stories de la semaine avec Giuseppa. Vous m'avez envoyé ça un petit peu en catastrophe en me disant que Giuseppa était à l'hôpital, qu'elle a fait une chute assez importante à cheval. Je sais aussi que Giuseppa est une influenceuse qui est beaucoup appréciée de ma communauté. Du coup, évidemment, je souhaite lui envoyer tout le courage du monde et tout le soutien pour cette mauvaise chute. Et j'espère que vous le ferez également. Je lui envoie plein d'amour, plein de vœux de rétablissement. Et je vous laisse écouter ce qui s'est passé. Bon, je fais une story parce que j'ai reçu 1 milliard de messages et j'ai pas envie de vous inquiéter de trop. En gros, je suis tombée à cheval. C'était pas une très grosse chute, mais j'ai très mal atterri. Je pense que j'ai fait un mauvais atterrissage et je me suis rattrapée sur les mains. Sauf que du coup, j'ai le poignet qui clairement sortait de ma main. Ça faisait un angle droit. Et j'avais très mal. Et les radios ont montré que du coup j'avais le poignet luxé et en supplément une fracture du scaphoïde. Et on va quand même regarder que les ligaments ne soient pas touchés. Du coup, pour vous expliquer, je me fais opérer demain matin avec une vis pour la fracture du scaphoïde et peut-être des broches dans les ligaments et du plâtre pendant 3 mois. Bon, je suis dégoûtée. J'ai la chirurgienne qui vient de passer dans ma chambre. Donc, je me fais opérer à 15h30.
Mais le problème, c'est que elle m'a dit que mes ligaments étaient touchés et que j'allais avoir plein de broches pour recoller mes ligaments des uns des autres. Donc je pensais qu'à la base j'avais que le scaphoïde et que les ligaments étaient genre fragilisés. Et en fait elle m'a dit que là, pour récupérer la mobilité de mes doigts et de ma main, ça allait être très long et très compliqué. Franchement, je vous jure que j'ai fait une mauvaise réception, mais je pensais vraiment pas que ça allait être aussi grave. Quand j'ai vu mon poignet qui sortait de la main, je me suis dit bon, ça va, ça se reboite, enfin, c'est comme un puzzle, le truc, ça se remet tout seul, quoi. Pas du tout. Il y a tout qui est pété dans mon poignet, c'est horrible. Je suis dégoûtée. Mais bon, après, je me dis que j'ai quand même une deuxième main, que ça aurait pu être pire aussi. Je marche. Voilà, j'ai mes 2 pieds, mes 2 jambes. Le dos, ça va. Donc voilà, je me dis que la mobilité de la main, c'est compliqué. Ça va être très dur sans mes 2 mains. Mais il m'en reste une, quoi. Ce que je disais à Pagache, et franchement, avec une main, on peut faire beaucoup de choses. Alors oui, c'est compliqué, mais je pense que tu t'y habitues assez vite et que ça va aller, quoi. C'est juste que c'est chiant, mais ça va le faire. D'ailleurs, si quelqu'un passe par là, qui coiffe les cheveux, je vais avoir besoin d'un brushing assez régulièrement, je crois. Ouais, là, je peux plus me coiffer les cheveux, je peux plus rien faire, donc je pense que je vais prendre un abonnement coiffeur 2 fois par semaine. Shampoing, brushing. C'est pas mon seul souci du jour, mais il fallait que je le dise. Plus sérieusement, ce qui me fait surtout, ce qui m'embête vraiment, c'est que je vais plus pouvoir porter mes filles, quoi. Ça, c'est vraiment moins drôle. Mais ça ne m'empêchera pas d'apprendre à changer une couche à une main, par exemple. Après, ça va, elles sont quand même plutôt autonomes. Adriana boit le biberon toute seule. Elle se met au sein seule. Georgia, elle marche. Elle prend son bibi toute seule aussi. Elle sait manger seule. Donner à manger à Adriana à une main, c'est largement faisable. Franchement, quand je me fais un petit peu l'imagination de l'avenir, là, je suis sûre que ça va bien se passer. C'est avec la voix du matin que je vous rajoute une story de la semaine en voix off. Kim Glow a sorti une story dans laquelle elle explique qu'elle a décidé de rater un tournage pour ne pas que sa fille Talia soit perturbée par le changement d'heure. Est-ce qu'on est sur un discours de mère parfaite ou est-ce qu'on est sur un discours tout simplement de Kim Glow? Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais ça vient de sortir et je me suis dit que j'allais vous le partager dans MTT. Enjoy et merci de MPFR pour le partage. Moi j'ai pas bien dormi, j'ai même pleuré cette nuit parce que figurez-vous que moi je suis transparente avec vous. Bon, je devais faire un tournage dans quelques jours. Et en fait, il s'est avéré que, bon, déjà, c'était difficile pour moi de laisser ma fille. Mais bon, je me suis fait un travail, je sais pourquoi je le fais. C'est quand même important, un tournage télé, il y a des retombées professionnelles derrière. Donc, même si c'était dur, j'allais prendre sur moi. Et là, coup de massue, je me rends compte que quand je devais partir en tournage, j'allais avoir le changement d'heure d'été. Et vous savez à quel point, pour moi, les horaires, c'est précieux et important. Donc là, trop mal, en me disant... Je ne vais pas être là pour régler Talia parce que ma fille fait des couchers parfaits, des nuits parfaites. C'est un bonheur. Enfin, en vrai, c'est un bonheur. Et là, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire si je reviens, que c'est tout chamboulé. Et là, en pleine nuit, je me réveille en sueur, comme si on m'avait renversé de l'eau. Un nœud à l'estomac. Je me sentais comme étouffée, crise d'angoisse. Trop mal. Et là, je me rends compte qu'en fait, à cause de ce changement d'heure, je me rends compte que je vais pas pouvoir faire le tournage, que ça me ronge en fait. Et que le but c'est quoi? C'est pas d'être rongé, c'est de faire... C'est horrible parce que j'aime mon travail, j'aime faire la télé-réalité, j'aime être une candidate de télé-réalité, ça fait partie de moi, c'est dans mon ADN maintenant. Oui mon cœur, waouh la couronne. Et c'est trop dur parce qu'au final, là, je viens de pas réussir à jongler entre ma vie de maman et ma, entre guillemets, comment dire, carrière, si je puis dire. Non, mais là, je rigole, mais pour le coup, je suis dégoûtée. J'ai pleuré parce que, en fait, j'aurais voulu faire, genre, que quelques jours de tournage, au pire. Mais je peux pas faire un tournage long, en fait, parce que il y a le changement d'heure, tout ça, et je veux pas récupérer un bébé déréglé. Et en fait,
j'ai besoin de contrôle. Ouais, je crois que papa il est rentré de la muscu, il y a Tiger, il nous prévient. T'entends Tiger? Je vous raconte tout mieux tout à l'heure, mais en gros, voilà, franchement, j'ai eu un coup de blues. Ah non, ça m'a touchée, je suis dégoûtée de pas faire un tournage télé parce que j'arrive pas à laisser mon bébé, c'est dur. Psychologiquement, c'est dur. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. Alors je sais que du coup ça a été un petit peu plus long, mais je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça manquait en fait. Il y en a beaucoup qui disaient que les stories de la semaine c'était un petit peu hop, on emballe, emballer c'est peser et on passe à autre chose. Et j'avais envie de rallonger la chronique comme c'était le cas autrefois pour Mixeuse de Tea. Donc vous me direz ce que vous en avez pensé. Nous allons passer au top actu les amis. Top actu très chargé, on a pas mal de choses à l'intérieur. Vous allez voir, on a que des actus qui n'ont pas forcément été traitées dans d'autres vidéos et j'espère sincèrement que ceci vous plaira. Donc c'est parti, jingle top actu. Je commence le top actu avec Cyndi Lopez et Emmanuel. Alors croyez-moi les amis, j'étais assez choqué de ça, mais j'ai vu ça passer, les rumeurs étaient là et Cyndi a répondu. Cyndi Lopez a été face à de nombreuses rumeurs et elle a pris la parole sur la nature de sa relation avec Emmanuel, ancien candidat de Marié au premier regard et père de Nadège, père de l'enfant de Nadège Lacroix. Rappelez-vous, en juillet dernier, Nadège officialise leur rupture. Elle explique que Emmanuel ne veut pas s'engager. Emmanuel n'a jamais pris contact d'ailleurs pour reconnaître l'enfant et Nadège, elle a dit qu'elle en était ravie. Dans ce contexte, des rumeurs émergent sur un rapprochement entre Emmanuel et Cyndi Lopez et ça a été alimenté par des échanges virtuels entre les deux candidats. Depuis plusieurs mois, les internautes s'emballaient à l'idée d'un rapprochement entre Cyndi et Emmanuel. Emmanuel avait démenti toute relation, il avait dit c'est du grand n'importe quoi, elle m'a juste contacté pour son émission, on ne s'appelle pas, ce n'est pas vrai, je ne l'ai jamais vu. Donc ça c'était le côté Emmanuel et Cyndi Lopez, elle a également pris la parole pour mettre fin aux rumeurs directement dans une vidéo publiée par Samzira. Elle dit qu'elle a contacté Emmanuel, qu'elle a parlé avec lui mais qu'il n'y a jamais rien eu de plus. Elle dit qu'elle était en lien avec lui par des messages et que l'info est sortie, que cette info est donc devenue une rumeur disant que les deux auraient pu entrevoir une relation. Donc on est sur un simple échange de messages qui a été amplifié au point de devenir une rumeur de romance. Cyndi admet qu'elle a d'abord trouvé Emmanuel très sympa et son avis a changé en apprenant son attitude envers Nadège et leur enfant et donc elle a exprimé un désaccord avec son comportement. En gros, elle dit qu'une fois qu'elle a stoppé tout lien avec Emmanuel parce que pour elle c'est pas quelqu'un qu'elle a envie de connaître davantage parce qu'il ne reconnaît pas son enfant avec Nadège et donc elle s'est expliquée également avec Nadège apparemment. La déclaration de Cyndi dans la vidéo de Sam met donc un point final à ces rumeurs, il n'y a aucune idylle entre les deux. Cyndi a voulu mettre les choses au clair, soulignant qu'il n'y a eu qu'une simple discussion entre les deux et qu'elle ne veut plus aucun lien avec lui. C'est une mise au point qui est assez ferme et qui, je pense, a le mérite d'être entendue. Tu aurais partagé dans le plus grand secret une relation, alors je ne sais pas si elle est d'ordre uniquement intime ou alors d'ordre amoureuse, peut-être, avec Emmanuel. Emmanuel, participant de Marié au premier regard et papa du fils de Nadège Lacroix. Tout à fait. Est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est une intox? Alors, c'est pas tout à fait une info, c'est pas tout à fait une intox. J'ai été en lien avec lui par message interposé et il s'est avéré que l'info est sortie. Elle devait sortir déjà depuis longtemps, mais j'ai pas trop compris pourquoi une info de discussion épistolaire pouvait devenir une relation, tu vois. Bon, je trouve ça un peu particulier. Après, j'ai stoppé tout lien avec ce garçon qui, pour moi, n'est pas quelqu'un que j'ai envie de connaître davantage, sachant qu'il ne reconnaît pas son enfant avec Nadège. Nadège, avec qui je me suis expliquée aussi. Pourquoi elle t'a demandé des explications? Parce que le public avait écrit... On en a discuté. Emmanuel et Cyndi échangeraient depuis plusieurs mois via des messages et des appels téléphoniques. C'est ça. Et c'est le cas? Je trouvais très, très sympa, mais jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas une personne avec qui j'avais envie de... Tu vois. Ce que je trouve assez beau ici, c'est qu'en fait, Cyndi, elle s'est rendue compte directement, notamment via le comportement d'Emmanuel avec Nadège et l'enfant, qu'elle ne veut pas juste même entretenir une relation amicale ou par échange ou peu importe avec lui, parce que le comportement d'Emmanuel par rapport à cet enfant est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup critiqué. Vous me donnerez votre avis par rapport à ça. Hilary fait un update par rapport à Bali. Je pense que vous savez un petit peu tout ce qui s'est passé. Il y a eu un déménagement compliqué à Bali qui a été marqué par des
des problèmes de santé et elle a donné des nouvelles rassurantes sur son état et celui de sa famille. Un petit peu de contexte parce que la semaine dernière on m'a dit mais Rudy, c'est qui Hilary? Hilary, elle a été révélée en 2012 dans les ch'tis font du ski et elle a rapidement trouvé une place en télé-réalité. Peu après, elle se met avec Giovanni Bonami, ils se marient en 2018, ils sont ensemble depuis 2018 et se marient en 2022 et ce sont les parents de Milo et Matteo. Ils étaient installés à Dubaï et Hilary et Giovanni voulaient un nouveau départ et ils ont donc choisi Bali comme destination. On en a parlé ça par contre sur Twitch et je vous ai dit que malheureusement Bali n'était pas qu'un rêve comme les influenceurs et les influenceuses essayent de le vendre. On a aussi beaucoup de côtés obscurs à Bali, on a des choses qui sont vraiment pas folichonnes, on va pas se mentir, il y a des déserts complets de déchets, enfin il y a vraiment beaucoup de choses et moi je pense principalement aux locaux qui sont de plus en plus en galère à cause de tous ces influenceurs qui font construire des choses là-bas. Le 28 février, ils arrivent sur l'île et il se passe des choses assez inquiétantes. Sur TikTok, Hilary partage une angoisse parce que ses enfants Milo et Matteo ont souffert de symptômes violents au niveau de l'intestin et donc il y a eu pas mal d'allers-retours à l'hôpital. Hilary n'a pas été épargnée, elle a décrit ce qu'elle a vécu comme une sorte de tourista, ce qui s'appelle le Bali Belly. Elle dit les enfants n'arrêtent pas de se vider depuis 2 semaines, c'est un truc de fou, je suis à 2 doigts de quitter Bali et de retourner à Dubaï. J'ai également vu, parce que vous me l'avez dit sur un live aussi, que apparemment elle se serait fait mordre par un chien, si j'ai bien compris, ou un singe, mais je crois que c'était un chien. Alors malheureusement j'ai pas vu cette vidéo et j'ai pas vu l'actu, du coup je peux pas vous en dire plus, mais vous me l'avez dit sur Twitch et j'étais là en mode oh my god, elle est vraiment maudite à Bali. Mais samedi dernier, le 22 mars, elle prend la parole sur TikTok et elle rassure ses abonnés. Elle dit qu'ils vont mieux, que ça fait 2 jours à ce moment que tout le monde est sur pied et que tout le monde est en train d'aller de mieux en mieux. Mais elle a dit que psychologiquement, eh bien, pour elle, ils ont été malades pendant presque 2 semaines, même si c'était beaucoup plus court. Donc, elle dit que si ça continue, hors de question de rester sur cette île et ils veulent remettre tout le monde en sécurité tout simplement. L'envie de quitter Bali a traversé l'esprit de Hilary, mais elle sent quand même plus sereine par rapport à la situation. On va voir si son temps d'adaptation va augmenter, mais c'est vrai qu'on dirait qu'elle est quand même pas très chanceuse par rapport à la situation à Bali. Je vous laisse regarder. Un petit update concernant la bactérie, concernant Bali, concernant les microbes, concernant nous qui avons été malades. Voilà, je voulais faire un petit update par rapport à tout ça. Bon, on va mieux. Ça fait 2 jours que tout le monde est de nouveau sur pied, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. On a chopé le Bali Belly, le fameux Bali Belly dont tout le monde parle quand tu arrives à Bali. Le truc que tu veux pas choper, mais que malgré toi, tu peux le choper quand même. On a fait attention pour les enfants, tout ça. On n'est pas à l'abri qu'ils aient bu une goutte d'eau de la piscine, bu une goutte d'eau de la douche. On fait attention aux glaçons, on fait attention à tout. Mais voilà, on a chopé le fameux Bali Belly. Qu'est-ce que c'est ? C'est une tourista. C'est une gastro-entérite. Du coup, voilà, on était tous malades. Mais pour les enfants, pour le coup, ça m'a fait très peur. Parce que ça a duré longtemps. Et ils ont eu du mal à s'en remettre. On a dû aller à l'hôpital. Et psychologiquement, pour moi, ils ont été malades pendant presque 2 semaines. Et pour moi, il était hors de question que je reste sur cette île où mes enfants sont malades à crever, quoi. Mais en même temps, c'était un coup de folie que je disais à 2 doigts de partir de Bali, de rentrer à Dubaï. En vrai, je vais pas partir de Bali pour une gastro. Ça se traite. C'est juste que j'étais vraiment sous l'eau. J'étais vraiment au bout de ma vie. J'ai reçu tellement de messages. Partez de Bali, retournez à Dubaï, partez en France, mais quittez Bali. Bali ne vous accepte pas. J'ai reçu ça. Bali ne vous accepte pas. Les gars, comment une île ne peut pas nous accepter ? Genre, je sais que voilà, ici, il y a des énergies, tout ça. Mais en vrai de vrai, on est arrivé, on a posé nos valises, on est des gens plutôt cool. Et on a juste chopé une fucking gastro-entérite qu'on appelle le Bali Belly. Donc je pense pas que Bali ne nous accepte pas. Je pense plutôt qu'on a bouffé un truc qu'il fallait pas ou bu un truc qui était pas cool. Mais je pense plutôt que Bali, voilà, on a tout à découvrir et puis voilà. En tout cas, pour le moment, ça fait 2 jours qu'on est de nouveau sur pied et ça, c'est cool.
Quand même, par contre, on a eu un grand débat sur Twitch. Je vous ai expliqué que malheureusement, les choses à Bali ne sont pas aussi belles. Et en fait, c'est en train de devenir une sorte de Dubaï bis avec toutes ces personnes qui déménagent là-bas, qui font construire des maisons, qui délocalisent en fait les locaux, qui polluent extrêmement grandement directement l'île. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de sortir par rapport à Bali. Est-ce que ça étonne? Non. Est-ce que ce genre d'influenceurs s'en foutent? Certainement. Et je trouve que c'est dommage. Et je tiens vraiment à mettre de la lumière là-dessus parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup avec de la lumière qui en parle. Donc moi, à ma petite échelle, j'essaye quand même de le faire. Ça devait être une vidéo actu, mais j'ai décidé de le mettre dans MTT. Alors, on a eu la tournée de la Star Academy de Ebony qui a commencé et celle-ci a été entachée par un acte raciste qui est survenu le 22 mars 2025 au Zénith de Lille. Il y a eu pas mal de choses. TF1 a réagi, Ebony aussi, et j'en avais déjà parlé. Et c'est pas la première fois, malheureusement, qu'elle subit du racisme depuis la Star Academy. Et je trouve quand même que c'est quelque chose qui est extrêmement scandaleux et il faut en parler. Elle interprétait Never Enough aux côtés de Marine et elle a été prise pour cible par une spectatrice qui lui a adressé des gestes absolument obscènes et loin de se laisser abattre, elle a répondu avec dignité et bienveillance. Elle a dit: un petit message pour une petite dame dans le public qui m'a fait un signe pas gentil. Moi, je l'aime en tout cas et j'aime tout le monde dans cette salle. J'espère qu'il n'y a que de l'amour qui nous réunit parce que la haine n'a pas sa place ici. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu plein de choses qui se disaient comme quoi si on soutenait Ebony, eh bien, non, si on soutenait pas Ebony, on était raciste parce qu'il y avait vraiment beaucoup de racisme autour d'elle et il y a plein de médias qui en ont parlé et c'était absolument horrible et je pensais que ça aurait été derrière elle après la Starac et finalement non, ça continue et je sais même pas comment est-ce que c'est possible. C'est un message fort qui a évidemment suscité le soutien de ses camarades, du public. On a aussi Julien Lieb, finaliste de la saison précédente, qui l'a soutenu. Il a dit si quelqu'un dans la salle pense pouvoir adopter un comportement déplacé, qu'il la quitte immédiatement. Et finalement, on a TF1 qui prend la parole avec un communiqué. Le 23 mars, Endemol, Arachné Productions et la Star Academy, avec TF1, publient un communiqué officiel. Ils disent: nous condamnons toute forme de haine, injure ou attaque envers les artistes qui n'ont aucunement leur place dans nos salles de concert ni ailleurs. Ils ont d'ailleurs rappelé que la tournée repose sur la passion et le partage et ils ont insisté sur l'importance de la bienveillance du public. On a aussi un avertissement qui a été lancé: tout comportement répréhensible fera l'objet de poursuites. Évidemment, sur les réseaux, on a énormément d'internautes qui ont exprimé une indignation face à ce qui s'est passé. Il y en a qui disent ce qui est arrivé à Ebony à Lille est révoltant, c'est inacceptable. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est malheureusement pas la première fois que Ebony est victime de racisme. Dès son entrée dans le château, elle a été la victime d'attaques racistes de la part de certains téléspectateurs et la finale de la Star Academy où elle affrontait Marine avait aussi été marquée par une vague de haine en ligne. Malgré les épreuves, elle continue de faire front avec détermination et une chose est sûre et il faut vraiment que ça rentre, c'est que le racisme n'a pas sa place ici. Et il me semble qu'au communiqué, Ebony elle avait répondu juste on se sait et c'est quelque chose qui avait fait aussi pas mal parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des sous-entendus en disant que apparemment la prod n'aurait potentiellement jamais fait autre chose avant à part à ce moment. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je lui envoie tout mon soutien. Flavie, candidate très marquante de L'amour est dans le pré, a révélé avoir été approchée par la Villa des Cœurs Brisés sur TFX. Malgré l'opportunité, elle n'a pas donné suite. En fait, récemment, il y a une interview qui est sortie sur la chaîne de Samzira avec Flavie et elle a confié qu'elle a reçu un message d'un casteur. On lui aurait dit: ton profil nous intéresse, appelle-moi si tu es intéressé. Mais elle a dit qu'elle avait refusé parce que c'était trop télé-réalité pour elle. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. J'ai eu ma meilleure amie au téléphone il n'y a pas longtemps et justement, elle me parlait d'une actu que je vais vous expliquer après en parlant de Koh-Lanta. Et elle me dit: ah mais peut-être que ça va pas t'intéresser, c'est pas de la télé-réalité. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un distinctif entre des émissions comme Les Marseillais, La Villa des Cœurs Brisés, Les 50, etc. et d'autres télés comme L'amour est dans le pré, Danse avec les stars, Koh-Lanta, Top Chef ou le Top Pâtissier, je sais plus c'est quoi le nom, bref je crois même qu'il y en a deux du coup, Le Meilleur Pâtissier. Et c'est là que je me rends compte qu'on a vraiment la case télé-réalité pour certaines de ces émissions et on a juste la case télé pour les autres. Et Flavie ici, elle l'incarne parfaitement parce qu'elle apparaît
participé à L'amour est dans le pré et si on lui demande la villa, elle dit c'est trop télé-réalité pour moi. Posez-vous 5 minutes et dites-moi ce que vous en pensez. En fait, elle estime que participer à une émission centrée sur l'amour serait prématuré après sa rupture avec Valentin, du coup, pour qui elle était venue dans L'amour est dans le pré. Le concept de la villa, je vous le rappelle, que ça repose sur l'accompagnement de candidats ayant une problématique amoureuse à régler avec l'aide de la love coach Lucie Mariotti. Et d'ailleurs, j'ai vu sur TikTok qu'apparemment Lucie ne ferait pas la villa. N'hésitez pas à me dire si vous avez des infos là-dessus. Et j'ai vu, je ne sais plus où, il me semble que c'était dans une vidéo soit de Roubaba, je crois que c'est Roubaba, que ça aurait été bien en fait si on pouvait prendre des cœurs brisés qui sont en couple. Parce que ça arrive aussi. Il n'y a pas que des ruptures dans la vie et je pense qu'on pourrait régler tellement plus de problématiques. Bref, Flavie, elle en tout cas, elle le dit clairement, elle pense pas avoir de problématiques réelles. Elle dit qu'il y a des gens qui auraient bien plus besoin d'elle, enfin que elle, d'aller dans ce genre d'émission. Et si elle devait identifier un point à travailler, elle mentionnerait uniquement son manque de confiance et ses doutes constants dans les relations. Je vous rappelle qu'elle avait été choisie par Valentin dans L'amour est dans le pré. On était sur une histoire solide malgré la maladie de Flavie, mais ça a pris fin 9 mois après leur rencontre. On avait vu d'ailleurs dans un ancien MTT que c'était Valentin lui-même qui avait décidé de rompre et depuis, ils se sont exprimés à plusieurs reprises à travers différents médias. Quoi qu'il en soit, ce qu'on approche chez Samzira, c'est que pour le moment, Flavie compte faire une seule et unique chose, se recentrer sur elle-même et se concentrer sur son avenir. Je vous laisse regarder. Qui t'a contacté, pourquoi? The truc après une séparation. La villa des cœurs brisés. T'as été contacté pour la villa? Bah, on m'a DM, mais j'ai juste pris en screen le DM. Ah, un casteur? Ouais. Et t'as dit quoi? Il m'a dit, ton profil nous a... Enfin, le speech de base pour caster quelqu'un, quoi. Ton profil nous intéresse, rappelle-moi au numéro si tu es intéressé. Et alors? Non, bah, c'est pas ce genre... Ça m'intéresse pas. C'est pas... Pour le coup, c'est trop télé-réalité pour moi. Mais qu'est-ce qui t'intéresse pas? C'est le fait que ce soit trop axé télé-réalité ou alors c'est t'as pas envie de refaire une expérience amoureuse filmée? Voilà, je pense que c'est trop tôt. C'est trop tôt? C'est trop tôt et puis même, moi, je suis plus dans l'aventure, dans le brut, quoi. On va dire ça comme ça. Pas dans le... Je dis pas que c'est tout beau, tout rose, la télé-réalité, loin de là. Hein. Mais où il y a un but, réellement. Là, c'est juste... C'est une émission de télé-réalité sur l'amour, mais pour raconter son expérience, son vécu. Dont le but est de régler sa problématique amoureuse. C'est ça. Sachant que moi, je pense pas avoir une problématique réelle, donc je pense qu'il y a des personnes qui ont largement plus besoin que moi d'aller dans ce genre d'émission. J'allais te demander justement, quelle aurait été ta problématique? Peut-être du mal à faire confiance, ou peut-être jamais sûr de moi. Ah, t'es pas sûr de toi? On a toujours des doutes. Moi, j'ai toujours eu peur que Valentin parte après la maladie. J'appréhendais l'après. Honnêtement, moi, si j'ai vraiment quelque chose à dire par rapport à cette actu, c'est pour ça que je l'ai mise en avant dans le top actu, c'est vraiment le côté télé-réalité et télé. C'est-à-dire qu'on a vraiment une distinction entre les deux, alors qu'en soi, c'est la même chose. C'est juste que dans tout ce qui va être la villa, les 50, les apprentis, on a vraiment une autre catégorie de candidats, on va dire, que ce qu'on peut retrouver dans Marié au premier regard, d'ailleurs, on va en parler après, et dans d'autres émissions. Je vous parle de Léna Guyou et de Adil Rami parce qu'on a eu pas mal de petites choses qui ont regardé cet ancien couple. Ils ont toujours entretenu une relation marquée par la passion, les tensions, les ruptures à répétition. Aujourd'hui, Adil est sous les feux des projecteurs pour sa participation à Danse avec les stars et apparemment, Léna, elle aime bien utiliser tout ça pour reparler de lui et de leur passé commun. Sur les réseaux, elle a laissé sous-entendre qu'elle aurait des révélations explosives à faire, c'est son sujet. Petit contexte, 2022, l'histoire d'amour entre Léna et Adil connaît de nombreux rebondissements, disputes publiques, rupture, retrouvailles secrètes, re-rupture, c'est une idylle qui a déchaîné les passions. En juillet 2024, on en parlait déjà, les deux ex avaient été aperçus ensemble à Cannes lors d'une soirée où il y avait une tension assez palpable. Un proche de Léna avait même dit que Adil aurait dû s'éloigner parce que les choses auraient pu aller plus loin. Quelques jours plus tard, elle rejoignait discrètement de nouveau Adil à Bali et donc on avait ravivé les rumeurs sur une réconciliation. D'ailleurs, Aquababe, il avait commenté tout ça, il avait dit « Selon Gossip Room, on m'annonce dans l'oreillette que ce serait le retour du couple Adil Rami et Léna. » Évidemment, ça n'a pas duré, sinon je vous en parlerai pas ici de cette manière. Leur histoire est bel et bien terminée, mais depuis que Adil est au casting de Danse avec les stars, Léna elle a décidé d'exprimer un mal-être. Selon elle, c'est une injustice qu'un homme qu'elle décrit comme toxique bénéficie d'une telle visibilité médiatique. Avant de vous lire sa story, j'ai vu quand même pas
pas mal de petites critiques qui disent que c'est trop facile de faire ça quand il est directement mis en avant par la télé. Est-ce qu'elle est jalouse? Est-ce que machin? Est-ce que ceci? Je sais pas. Moi, je pense que si on est victime de quelconque violence, psychologique, physique ou autre, on peut en parler à n'importe quel moment donné. Peut-être que justement le fait de le voir à la télé ou peu importe, ça a ravivé des choses chez elle. C'est aussi une possibilité. Elle dit: je vis hyper mal le fait qu'on continue d'aduler un psychopathe. J'ai pas dormi de la nuit et ce matin j'ai parlé avec un service spécialisé. J'ai rendez-vous avec un psy mercredi à cause de tout ça. Ce qui laisserait quand même sous-entendre qu'elle est vraiment touchée de la situation. Elle a été interrogée par ses abonnés sur la possibilité de témoigner un jour par rapport à sa relation avec Adil. Elle dit: si je parle, je brise sa vie, laissant sous-entendre qu'elle a quand même pas mal de choses à dire. C'est une déclaration lourde de sens qui laisse entendre qu'elle détiendrait des informations compromettantes sur son ex. Elle dit: je pense que les moins cons savent et le reste se fera surprendre et en entendant une énorme histoire ou quand le masque tombera. On peut pas rester éperdument dans un rôle, la pitié a remplacé la haine, c'est derrière moi. Elle veut avancer, mais cette prise de parole suscite forcément des questions. Compte-t-elle réellement tout révéler un jour? S'agit-il simplement d'un avertissement? Une chose est sûre, et je vous le dis clairement, cette histoire est loin d'être terminée. Alors honnêtement, je pensais pas qu'il y avait des histoires comme ça derrière cette rupture. Moi, je voyais juste une rupture qui avait semblé tumultueuse. Cependant, comme je le dis, en fait, je comprends les gens qui disent... Enfin, je comprends qu'on puisse se dire c'est trop facile, maintenant qu'il est à la télé, elle va décider de parler, etc., etc. Mais en même temps, peut-être qu'avant, elle n'en avait pas le courage, pas l'envie, et je sais pas. Et peut-être qu'ici, elle s'est dit non, mais là, c'est trop, au point où elle doit voir une psy. Donc, dans tous les cas, j'envoie mon soutien pour ça, et peut-être qu'un jour, nous en apprendrons plus. Les amis, je termine le top actu avec Michou et Elsa. Oui. On a eu pas mal de petites révélations par le blogueur Aquababe. Depuis la séparation au mois de février, Michou et Elsa font l'objet de nombreuses rumeurs en raison de leur rupture. Officiellement, les deux ont mis fin à leur relation après 3 ans, mais des rumeurs persistent et ont envahi les réseaux sociaux. Jusqu'ici, la plupart des internautes pensaient que Elsa avait trompé Michou avec son partenaire de Danse avec les stars, le nageur olympique Florent Manodou. Mais un tout nouveau rebondissement a eu lieu. Selon le blogueur Aquababe, ce serait Michou qui aurait été infidèle en premier. C'est une révélation choc qui met le feu aux réseaux sociaux par rapport à cette histoire. Depuis la rupture, Elsa subit un véritable déferlement de critiques. On a des internautes qui sont déçus de la fin de son couple avec Michou, qui ont cherché un responsable en Florent Manodou. C'est vrai que Elsa et Florent se sont montrés très complices avec Danse avec les stars. La proximité a été amplifiée par des vidéos et des photos des coulisses, et des internautes ont affirmé que Elsa avait trompé Michou avant même leur rupture. Elle avait choisi de ne pas s'exprimer face aux critiques et donc on a eu une vague de haine incontrôlable à son égard. Mais le 26 mars, Aquababe prend la parole en live et il dit que selon lui, c'est Michou qui aurait trompé Elsa en premier. Il dit apparemment Michou aurait trompé Elsa de base. Un petit peu plus tard, il revient à la charge sur Snapchat, il détaille ses affirmations, il dit que selon 4 sources différentes, toutes ont confirmé la même chose, Michou aurait eu une aventure avec une certaine Yasmine avant de se séparer de Elsa. Il a même partagé une photo de Yasmine sur les réseaux sociaux et donc ça a suscité pas mal de curiosité. Aquababe dit que c'est une information qui mérite quand même une plus grande vérification. Il dit qu'il va creuser pour obtenir des preuves solides. Évidemment, depuis cette annonce, tous les réseaux sociaux sont en ébullition. Il y en a beaucoup qui défendaient Elsa Bois depuis le début, qui voient cette révélation comme une preuve qu'elle a été injustement attaquée sur les réseaux. D'autres restent prudents. Certains fans de Michou sont déconcertés et refusent de y croire. D'autres pensent au contraire que ça expliquerait des zones d'ombre dans la rupture du couple si soudaine. Pour l'instant, Michou n'a pas répondu aux accusations et depuis sa rupture avec Elsa, il s'est fait discret. Il s'est éloigné quelque temps des réseaux sociaux, mais peut-être qu'avec cette nouvelle polémique, il en parlera. L'enquête d'Aquababe pourrait bien révéler d'autres secrets. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Fiables qui se connaissent absolument pas, qui m'ont dit qu'apparemment, Michou, il aurait trompé Elsa de base. Ah. Et tout part de cette fameuse tromperie avec une soi-disant Yasmine. Maintenant, je rentre pas plus dans les détails. Michou, Elsa et compagnie, je vous explique. Moi, ça fait plusieurs fois que plusieurs de mes sources m'ont dit littéralement que Michou aurait trompé Elsa avec une certaine Yasmine Golo, je sais plus quoi, voilà. Elle a un nom, je suis désolé de l'écorcher, mais il est dur ma chérie. Donc c'est compliqué. Pas dire qui me l'a dit, bien sûr. C'est la règle d'or, hein. Depuis 2016, je parle pas. Mais tout ça pour vous dire que j'en ai pas encore parlé. Pourquoi? Parce que j'attends plein de screenshots, plein d'éléments, plein de trucs. Donc si je parle d'un gossip, c'est que j'ai les éléments
palpable sous les yeux. Mais vu que c'est mes sources fiables et que c'est pas une ou deux ou trois personnes, mais littéralement 4 personnes qui se connaissent pas, qui m'ont dit ça, je me suis dit bon, l'affaire a l'air sérieuse. Donc voilà. Michou aurait trompé Elsa et franchement, elle se mange une vague de haine, mais... Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. On a été sur plein d'actus différentes, de différents horizons. C'est quelque chose que vous m'avez demandé, donc j'espère que ça sera quelque chose qui vous a satisfait. Nous allons passer à mon avis sur les amis, donc j'espère que vous êtes prêts. Mon avis sur parle de Fleur et compagnie, et ça va swinguer un petit peu. Donc je vous raconte ça dans un instant. C'est parti, jingle. Alors mon avis sur, comme chaque semaine est un avis qui est fait sans iPad, je vous parle des 2 vidéos de Aaron qui sont sorties sur sa chaîne. Donc c'est un ancien chroniqueur de chez Aja, c'est j'ai envie de dire un journaliste indépendant qui fait pas mal d'enquêtes sur YouTube, et il a fait 2 grandes enquêtes et analyses sur la marque Fleur et compagnie qui est tenue par Fleur, une TikTokeuse, et il y a eu pas mal de témoignages à l'intérieur. On a appris plein de choses. On a appris que des gens auraient été littéralement maltraités, sous-payés. On a eu beaucoup de révélations, et il y a pas mal de questions qui sont posées. Vous m'avez demandé mon avis par rapport à ces analyses. Alors déjà, je vous conseille fortement d'aller les écouter les 2, d'aller voir les 2 vidéos pour vraiment vous faire votre propre avis. Mais mon avis par rapport à ces analyses est tout simplement que Aaron fait un travail de dingue. C'est-à-dire que je trouve que tout a été rondement mené, que ça soit l'écriture de la vidéo, le montage, la protection des personnes qui ont décidé de témoigner, le fait aussi d'essayer de ne pas inciter à la haine envers Fleur, mais bien dire qu'on parle d'une entreprise, que quand tu as une entreprise, tu as des responsabilités et tout ce genre de choses, et surtout évidemment montrer la face cachée et le côté sombre de certains business. C'est-à-dire que parfois on croit que sur les réseaux sociaux tout est rose, tout est beau, parce qu'on voit que telle influenceuse est très souriante sur ses posts, sur ses photos, sur ses réels, sur ses machins, et au final, eh bien, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que c'est pas forcément le cas. Et ici, avec les 2 enquêtes de Fleur et compagnie, eh bien, tu te rends compte que vraiment, parfois, c'est pas du tout le cas. En tous les cas, j'ai dévoré ces 2 analyses que je vous conseille aussi si jamais vous aimez le monde de l'influence, si jamais vous voulez en savoir plus également. Même si vous connaissez pas Fleur et compagnie de prime abord, je ne connaissais même pas cette TikTokeuse. J'avais juste entendu parler de son entreprise, et honnêtement, vu tout l'engouement qu'il y a eu autour de ça, je me suis dit, vas-y, je vais écouter 5 minutes pour voir, et j'ai dévoré les 2 vidéos dans la même soirée. Donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller donner de la force à Aaron, et si tu passes par ici, tu sais déjà ce que je pense de ton travail. Je vous laisse avec un petit extrait. Non, Bichette. Parle de ce que t'as envie de parler, t'es pas obligé oui, bien sûr. T'es pas obligé de répondre si ça te touche trop. Déjà par rapport à ma vie, à moi, genre personnellement, déjà j'étais souvent en arrêt, enfin je me trouvais souvent en arrêt maladie. Ensuite quand j'ai démissionné, j'ai pas travaillé pendant quelques temps. Et Jonky, t'en veux à Fleur aujourd'hui? Je lui en veux parce que avec certains de ses commentaires, elle a attisé la haine. Si jamais tu pouvais parler à Fleur, tu lui dirais quoi aujourd'hui? En fait, peut-être qu'elle s'est pas rendue compte du mal qu'elle a fait, mais que j'espère qu'après cette vidéo, elle se rendra compte du mal qu'elle a fait autour d'elle, et que, que peut-être on recevra chacune un message ou d'excuses. Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. On va passer au cœur actu. Du coup, nous arrivons à la moitié de l'émission qui risque d'être un petit peu plus courte que 1h40. Je pense qu'on va être sur 1h20 d'émission. Écoutez, ça arrive et ça fait pas de mal, surtout quand tout est intéressant à l'intérieur, n'est-ce pas? Vu qu'on est à la moitié, n'oubliez pas, si vous l'avez toujours pas fait, de liker et commenter les amis, ça aide tellement. Je sais qu'on arrive à chaque fois à avoir 1000 likes sur MTT, mais si on peut développer ça et être de plus en plus, je vous jure que ça développe tellement l'émission et ça fait grandir l'audience. Il y a plein de gens qui découvrent MTT comme ça, et c'est uniquement grâce à vous, vous êtes ma force. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait, et c'est parti que le cœur actu commence.
La vérité les amis, je filme MTT le soir. Alors franchement on est en train de tenter des nouveaux trucs parce que j'ai une nouvelle routine de vie en fait, de vie personnelle et du coup je cherche un peu quand filmer MTT et là on tente en pleine nuit. Donc j'espère que ça ne se voit pas, hein. Je me suis maquillée pour l'occasion quand même. Et du coup j'observe mon chien parce que mon chien n'a pas du tout l'habitude d'être tout seul en pleine nuit. Ça se voit, il a pas l'air très content. J'arrive bientôt mon amour, je t'aime. Les amis, nous commençons le cœur actu avec Koh-Lanta. Koh-Lanta a été interrompu le 25 mars 2025, c'est ça d'ailleurs l'actu que ma bestie m'a dit. On a eu un incident qui a secoué le tournage de Koh-Lanta. Les 18 aventuriers poursuivaient leur aventure et une violente tempête tropicale a contraint toute la production d'évacuer d'urgence en pleine nuit. Les candidats ont été mis à l'abri sous des tentes sécurisées, un événement exceptionnel dans l'histoire du jeu. L'arrivée de la tempête tropicale a mis en alerte les équipes de production. Les conditions se sont intensifiées bien plus rapidement que prévu et donc la situation a été très dangereuse pour les candidats et l'équipe du tournage. Selon Denis Brognard, l'animateur de l'émission, cette nuit a été un véritable cauchemar pour les aventuriers qui ont dû supporter des pluies torrentielles et des conditions climatiques extrêmes. C'est pour ça que la production elle a évacué. L'évacuation a été faite par bateau, une manœuvre de précaution qui visait à garantir la sécurité de tout le monde. Les candidats ont été transportés dans une zone sécurisée où ils ont pu passer la nuit à l'abri. Évidemment, on a eu plein de réactions du public, des centaines de commentaires. Il y a des gens qui disaient que c'était vraiment hard comme saison, qu'une telle évacuation n'avait jamais été vue dans Koh-Lanta auparavant. Le directeur général d'Adventureline Productions a expliqué en détail la situation dans une interview. Il a dit que les experts de sécurité de la marine avaient été alertés et ont ensuite alerté l'équipe du tournage pour 2 points cruciaux avant l'arrivée de la tempête, son intensité qui était plus importante que prévu et surtout le fait qu'elle allait arriver bien plus tôt que prévu. L'évacuation a été effectuée, les candidats ont été placés sous protection et l'équipe de production a fait ça par précaution. Mais il y a des questions qui se posent. Est-ce que du coup ils ont eu à manger? Est-ce qu'ils ont pu se reposer dans des conditions favorables, etc. Peut-être qu'on aura des réponses prochainement. Évidemment, cet épisode restera dans les annales de Koh-Lanta parce que c'est vraiment un moment exceptionnel. Les conditions ont forcé une pause vraiment immense dans un tournage. C'est la première fois que ça arrive et du coup je pense que ça ne sera jamais oublié. Enzo et Colette ont décidé de prendre la parole par rapport à l'équipe violette des apprentis aventuriers. Ne regardez pas cette actu si vous n'avez pas regardé les apprentis, si vous voulez binge-watch l'émission plus tard, mais le dimanche 23 mars, ils ont dû abandonner la compétition pour des raisons médicales. Ils avaient pris la parole pour évoquer leur expérience et les relations avec les autres aventuriers, notamment Perle et Valentin, qui étaient leurs amis et qui aujourd'hui ne le sont plus du tout. Dès la première cérémonie des votes, Enzo et Colette ont été déçus par l'attitude des violets, Perle et Valentin, qui n'ont pas hésité à voter contre eux et donc on a eu un clash entre les deux équipes et honnêtement, moi j'étais team rouge. Colette elle a dit: grande gentille que je suis, je fais un pas vers Perle, je lui envoie un message, donc après l'émission, elle m'a jamais répondu, ça ne s'améliorera jamais, surtout quand j'ai vu les interviews aussi que Valentin fait et ce qu'il est capable de dire. Je pense que le mec n'a aucune remise en question. Enzo a dit surtout que Perle elle rigole lorsqu'on apprend que je dois quitter les apprentis sur décision médicale, on ne rigole pas sur la santé des gens. Ce n'est pas tout, vous allez le voir, ils ont aussi parlé de leur relation avec Jean-Pascal Lacoste, il y avait des tensions palpables et finalement les choses ont décidé de s'arranger un petit peu, mais Enzo n'a pas apprécié que Jean-Pascal lui reparle de lui dans la jungle. Il a dit: j'ai pas kiffé quand Jean-Pascal est allé dans la jungle alors que ça s'est arrangé avec lui, qu'on s'entendait beaucoup mieux et qu'il allait dire je ne sais pas quoi à Kevin. Colette elle a dit: je les apprécie, ils sont pas méchants. Ils ont aussi parlé de Kevin et de Moon, ils ont dit les interviews de Kevin, il y en a 2-3, j'ai encore en travers de la gorge, mais finalement Colette elle explique qu'il n'y a plus de soucis avec personne et que toutes les tensions appartiennent au passé. Évidemment, l'expérience des apprentis a été difficile pour les rouges, mais ça a été difficile pour tout le monde. Chacun a eu des difficultés à sa manière, mais je vois en tout cas que les rouges ne sont pas du tout prêts à passer à autre chose avec les violets, bien que tout le reste, eh bien, ils s'en fichent un petit peu, mais vraiment la trahison des violets n'est pas du tout passée. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous auriez compris cette trahison ou non? Parce que c'est vrai que les violets se sont montrés quand même pas très fair play, mais après il y en a qui vont me dire c'est un jeu. Je sais pas, moi je trouve que tu trahis pas tes amis comme ça. Regardez. FAQ, les apprentis aventuriers. Let's go. Est-ce que vous êtes encore en froid avec les violets, Perle et Valentin? Qui sont les violets? La réponse est oui. Oui. Dites-vous, pour avoir la petite histoire de pourquoi ça s'améliorera jamais, puis revenir sur ma décision, si c'était excusé, etc. Jonathan, il faisait souvent des lives avec Perle. En gros, il expliquait que Perle était vachement peinée du fait qu'on lui en veuille, alors qu'elle, elle pouvait comprendre et que c'était pas vraiment notre amie de base, etc. Patati patata. J'ai fait quoi? Grande gentille que je suis, j'ai fait un pas vers Perle et je lui ai envoyé un message. Et tac! Elle ne tacle!
jamais répondu. En vue, j'ai bien D'accord. montagnée. Donc ça ne s'améliorera jamais. Surtout quand j'ai vu les ITV aussi que Valentin fait et ce qu'il est capable de dire. Je pense que le mec n'a aucune remise en question. Surtout que Perle, elle rigole lorsqu'elle apprend que je dois quitter les apprentis sur décision médicale. Donc on rigole pas sur la santé des gens. I said fuck that shit. Si on vous propose de faire la saison 4 des 50, est-ce que vous accepteriez? J'aimerais trop. Toi, vas-y, balance. Allez, ma go. Je pense que je demande si on peut faire un sondage et c'est vous qui décidez. Pas bête. Ah, malin, le lynx, hein. Merci. Ça y va là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça fait de vivre avec une HPI? Qu'est-ce que ça fait de vivre avec une HPI? Bah, vas-y, en vrai de vrai. C'est cool parce qu'on s'ennuie jamais. Là-dedans, ça fuse. Voilà, ça va là, à gauche. Très Jean-Claude Van Damme. Oui, j'adore l'eau. Par contre, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle a besoin d'être stimulée intellectuellement, comme les bergers australiens. Si tu la stimules pas intellectuellement, elle se fait chier. Cool down, ça va pas, wake up, bitch. Ok? Le truc, c'est que, est-ce qu'elle a sélectionné la bonne personne pour la stimuler intellectuellement? Non! Qui pour vous mérite de gagner? Qui? De quoi? Les apprentis? Ouais, on dit à 3. 1, 2, 3, les roses! Qui mérite pas du tout de gagner? 1, 2, 3, les gris. Les gris. On a une petite mise au point par rapport à TPMP. J'en ai fait une vidéo ce jeudi si jamais ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'on a depuis plusieurs semaines des petits bruits de couloir qui laissent sous-entendre que Cyril Hanouna pourrait quitter C8 pour aller au groupe M6 et sur W9. On avait aussi vu que TPMP pourrait s'éloigner de ce qu'on connaissait et que aussi l'émission pourrait s'arrêter plus tôt que prévu cette année. Cyril Hanouna a pris la parole le 24 mars lors d'une émission en direct et il a dit pas mal de choses. Il a réfuté l'idée qu'il serait au pourparlers avec M6 et W9. Il a dit, d'après eux, on aurait une nouvelle émission sur W9 qui ne pourrait pas se faire. Ils apprennent que j'ai déjeuné avec le nouveau président de M6. Non, je n'ai pas déjeuné avec lui. Fausse info. Concernant la question des chroniqueurs qui devraient également changer, il a dit que, bien, apparemment, les chroniqueurs, c'est lui qui décide et personne d'autre. On a aussi vu que l'émission, apparemment, elle est prévue pour se terminer fin avril. Elle aurait pu être écourtée selon certaines informations. Cyril aussi dément ça. Il a dit fausse info également. Ça s'arrêtera à la fin du mois d'avril et ça pourrait même aller au-delà. Il a aussi évoqué une autre rumeur concernant Fun Radio, disant qu'il n'était soumis à aucune contrainte de la part de la station radio parce qu'apparemment il y en avait. En fait, il a eu énormément de mises au point par rapport à plein de choses qui ont été dites sur lui. Cyril, il est resté calme par rapport à tous les bruits de couloir qu'il y a. Il a dit qu'il n'y avait aucun problème avec ses sujets actuels. Il a aussi encouragé ses chroniqueurs et ses collaborateurs à rester engagés en leur disant qu'il y aurait de nouveaux projets en préparation. C'est une annonce qui a pour but de rassurer les équipes, de rassurer les téléspectateurs. Il est assez rassurant finalement et il précise que ses projets sont en cours et qu'il continuera dans le futur de préparer ses émissions. Cependant, on a aussi eu pas mal de petites choses dont je vous ai parlé dans ma vidéo Actu du jeudi que je vous invite à aller voir. Il y a eu vraiment beaucoup de polémiques autour de Cyril Hanouna, mais il semble bien déterminé à poursuivre son aventure télévisuelle. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu des problèmes avec YouTube, c'est-à-dire que TPMP est sur YouTube et que YouTube a dit 1-1, par contre ce genre de comportement c'est pas possible, donc je sais pas où il ira, je sais pas s'il ira dans le groupe M6, je sais pas s'il y restera chez Canal, j'en sais rien du tout. Tout ce que je peux vous dire c'est que TPMP ça continuera et que Cyril Hanouna a le bras bien plus long que ce qu'on peut penser. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu inquiets de l'arrêt de TPMP, et bien croyez-moi c'est pas prêt de s'arrêter, pour mon plus grand malheur, j'aime pas cette émission. Je vous parle d'une tendance qu'il y a eu sur TikTok que j'ai trouvé extrêmement problématique. Je vous parle du filtre Chubby. Je reste sur mes notes, j'ai vu ça sur le Huffington Post. Le 21 mars 2025, un filtre TikTok intitulé Chubby qui modifie l'apparence des utilisateurs, les rendant joufflus ou dodus, a suscité une véritable vague d'indignation sur la plateforme. Certains utilisateurs ont trouvé amusant d'utiliser ce filtre, accompagné du son viral Anxiety, mais il n'a pas fallu longtemps avant que ce phénomène devienne une source de polémique. En effet, de nombreuses personnes ont dénoncé une grossophobie et une banalisation des standards de beauté toxiques avec ce filtre. Le principe du filtre était simple, il transforme les traits du visage des utilisateurs, il gonfle les joues, le menton et il rend virtuellement et visuellement plus gros. Certains utilisateurs ont accompagné leurs vidéos de légendes humoristiques comme « Nous après avoir dit oui à une friandise » ou plein de choses dans le genre. Les vidéos utilisant ce filtre ont accumulé des millions de vues, mais la réaction générale a été très négative, en particulier parmi les influenceurs et les militants des droits des personnes en surpoids. Le problème principal réside
dans le fait que ce filtre encourage une représentation stéréotypée et dégradante des personnes qui ont un poids plus élevé, les réduisant en fait à une simple moquerie visuelle. On a donc des utilisateurs qui ont exprimé un mécontentement face à l'utilisation de ce filtre, déplorant la manière dont il perpétue, j'ai écrit perpétue, la stigmatisation des personnes en surpoids. On a beaucoup d'influenceuses qui ont pris la parole et TikTok a été contraint de retirer le filtre Chubby le 21 mars. Ils ont annoncé qu'ils passeraient également en revue les vidéos qui ont utilisé ce filtre et celles-ci seront empêchées d'être recommandées. C'est un geste qui témoigne d'une pression constante exercée sur les réseaux sociaux pour limiter la propagation des contenus qui renforcent la discrimination basée sur le physique, sur le poids et j'en passe. On a aussi la tendance culte de la minceur qui a été amplifiée par des produits comme l'Ozempic, on en a déjà parlé 1 milliard de fois et ce sont des choses qui sont très dangereuses et je vous rappelle que TikTok est une application qui est principalement utilisée par des plus jeunes, donc c'est vraiment fucking dangereux. En conclusion, la controverse autour du filtre Chubby sur TikTok n'est qu'un exemple de plus des dangers que représente cette plateforme. Ce genre de polémique rappelle l'importance de promouvoir une plus grande diversité corporelle et de lutter contre des stéréotypes. Évidemment, j'ai vu des vidéos, non, je ne vous en afficherai pas dans MTT. Et au début, j'en avais pris et je me suis dit, en vrai, non, parce que si même TikTok s'est rendu compte qu'on peut pas partager ça, tu vois, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent être blessées aussi par ce genre de vidéos. Et vous avez vu des images, mais je mettrai pas de vidéos où je vois des gens en rire, etc. Je trouve que c'est vraiment un manque de respect. Parce que aussi, je vous rappelle qu'il y a des personnes qui sont grosses, mais qui sont grosses par des maladies. Il y a des coups comme il y a des personnes qui sont maigres par des maladies. Et dans un sens comme dans l'autre, ça peut vraiment être irrespectueux, voire blessant pour un utilisateur. Donc bref, je suis content que TikTok ait enlevé ce filtre. Vous me direz ce que vous en pensez. La 10e saison de l'Île de la Tentation s'est achevée le 25 mars 2025 et on a eu un manquement d'un candidat, donc il y a quelqu'un qui était absent, Julian. On reparle de l'Île de la Tentation dans les gros dossiers, mais là je vous parle de Julian qui a participé au programme avec Cory, mais il n'a pas été invité à l'épisode du bilan en raison de son comportement après le tournage. D'après Pure Média, la production a justifié cette décision en raison de nombreuses vidéos que Julian a postées sur les réseaux, dans lesquelles il attaquait violemment son ex-petite amie et la production. Dans ces vidéos, il critique le montage de l'émission, il met en cause la façon dont son histoire a été racontée, et il s'est exprimé sur une confrontation qu'il estime avoir été refusée, alors qu'elle a été accordée à d'autres couples. Julian a aussi multiplié les provoques sur les réseaux, il a créé un climat de rancune et de tension, et ses agissements ont incité la production à prendre la décision de l'exclure. Une démarche qui, selon Delphine Vespizer, l'animatrice, est justifiée. Lors de l'épisode du bilan, Cory a pris la parole pour évoquer ce qui s'était passé après le tournage. Elle a exprimé sa déception en constatant que Julian n'a pas évolué et continuait de nourrir de la rancune envers elle. En effet, le couple avait vécu un moment délicat lors de l'émission. Julian avait découvert que Cory avait succombé à l'un des tentateurs, Nasser. Et il n'en est pas resté là. Il avait lui aussi succombé à la tentation et il avait cédé aux avances de Angelica, une tentatrice. Ces épisodes de trahison mutuelle ont marqué leur participation et au cours de cette saison, 5 couples ont accepté de tester leur relation en étant séparés pendant 12 jours et Cory et Julian ont vécu les moments certainement les plus compliqués. Lors du dernier feu de camp, les 4 couples restants ont dû choisir s'ils restaient ou non et on en reparlera dans les gros dossiers. Mais bref, cette exclusion concernant Julian montre bien les tensions qui peuvent naître après le tournage d'un programme aussi intense où les émotions sont exacerbées et où le retour à la réalité peut parfois être difficile à gérer. Vous n'avez pas pu passer à côté du début de l'émission Mariée au premier regard qui est de retour sur M6 avec des moments qui suscitent de l'enthousiasme et du malaise. Dans l'épisode du 24 mars, les téléspectateurs ont pu découvrir les premiers instants de complicité entre Jennifer et Kane, 2 candidats du programme qui semblent se rapprocher rapidement. Après une cérémonie émotive, un début de lune de miel prometteur, les 2 jeunes mariés se sont finalement retrouvés dans le même lit. Kane, visiblement sous le charme de sa nouvelle épouse, n'a pas hésité à exprimer son plaisir d'être en compagnie de Jennifer. Il l'a qualifiée de super sexy et de charismatique. Leur complicité est déjà palpable et elle se poursuit avec des échanges tendres avant d'éteindre les lumières. Bonne nuit ma femme, bonne nuit mon mari. Cependant, ce qui aurait dû rester un moment privé entre les jeunes mariés est devenu un sujet de discussion sur les réseaux sociaux. En fait, une fois les lumières éteintes et la caméra toujours en marche, les téléspectateurs ont eu le droit à des bruits subjectifs qui sont restés au montage, des chuchotements, des
des bruissements d'embrassade. M6 n'a pas jugé nécessaire de couper ça au montage et cette séquence a évidemment enflammé la toile et a créé un malaise. On pouvait lire mais ils sont obligés de nous faire écouter les bruitages, les bruits de bisous à l'aide, ça devrait être interdit. Ça va, on ne vous gêne pas. C'est des remarques qui ont suscité l'inconfort chez certains, mais d'autres téléspectateurs sont juste heureux pour eux. On pouvait lire vraiment un beau couple, ils sont trop beaux ensemble. Le couple fait parler de lui, mais cette scène intime a vraiment divisé l'opinion publique. Le rapprochement entre Jennifer et Kane ne se limite pas aux seuls instants de leur lune de miel. Quelques jours avant cette séquence intime, on a une ex-petite amie de Kane qui a colporté de graves accusations contre lui. Toutefois, il avait clarifié la situation, il a dit que c'était une manipulation et que le but était de chercher de la lumière. En résumé, la scène intime entre Jennifer et Kane a effectivement fait naître un malaise chez certains téléspectateurs qui ont estimé que ces moments trop privés n'avaient pas à être exposés de manière aussi explicite. Toutefois, pour d'autres, cette authenticité montre une certaine spontanéité du programme. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça a fait pas mal de bruit. Julie Ritchie récupère ses enfants, je vous en parle tout de suite. On a eu une période marquée par la distance et des choix de vie audacieux et finalement, elle retrouve la garde de ses deux fils, Gianni et Giovan. Pendant plusieurs mois, Julie Ritchie a dû composer avec une situation délicate, la séparation de ses enfants qui sont partis à Malte avec leur papa, un choix qui a suscité de vives critiques, mais finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre, j'ai envie de dire. Elle avait aussi annoncé que la rentrée prochaine se ferait avec maman, donc avec elle, et le retour en France marque une victoire personnelle pour Julie, mais il ne s'est pas fait sans heurts. Son ex-compagnon, Pierre-Jean, est désormais fiancé avec Elisa, et il doit aujourd'hui s'adapter à cette nouvelle dynamique. Pierre-Jean s'est exprimé dans une vidéo YouTube de 15 minutes qui s'appelle « Je perds la garde de mes enfants ». Il revient sur les raisons qui l'ont poussé à emmener Gianni et Giovan à Malte. À l'origine, son véritable projet était de s'installer avec eux à Miami, mais face aux contraintes liées à la distance, il a trouvé un compromis en allant à Malte. Il explique que l'arrangement initial était de prévoir une stabilité sur 2 à 3 ans afin d'offrir à ses fils un meilleur cadre. Cependant, les choses ont évolué. Il dit si les enfants sont malheureux, on trouvera une solution. Et Julie a aussi fini par changer d'avis. Il a dit que compte tenu de leur âge, 4 et 6 ans, il est compréhensible qu'ils aient besoin d'un lien beaucoup plus fort avec leur maman. C'est une nouvelle organisation et un bouleversement et Pierre-Jean ne voit pas ce changement comme une défaite mais plutôt comme une adaptation nécessaire au bien-être des enfants. Il dit qu'il reste ouvert à l'idée de revoir les modalités de garde dans le futur, mais pour le moment, il perd la garde de ses enfants et c'est Julie qui récupère tout. C'est un discours qui est assez apaisé, qui laisse entrevoir une coparentalité, j'ai du mal, en bonne et due forme avec Julie Ritchie, malgré les tensions qui peuvent peut-être y avoir entre les deux. Je vous laisse regarder, j'ai vu la vidéo en entière, je ne l'ai pas forcément aimé, mais je vous laisse regarder un moment. Et oui, petite vidéo parce que c'est vrai, on perd la garde des enfants ici à Malte, donc il y en a beaucoup qui l'ont appris, on nous a posé beaucoup de questions, surtout à Elisa, parce que forcément les filles, ça parle un peu plus et je pense que ça a envie de savoir un petit peu les ragots. Attends, tu tiens droit, t'es grande toi. Donc, on s'est dit on va faire une vidéo une bonne fois pour toutes, comme ça au moins on donne aussi les explications, etc. Parce que c'est normal aussi, on partage quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, et c'est normal, je pense que vous ayez envie un petit peu de savoir tout ça, même s'il y a des choses qui restent de la partie privée. On va essayer un peu de tout vous expliquer. Donc, on en avait parlé dans la vidéo pourquoi on s'expatrie à Malte, mais c'est vrai que l'année dernière, en juillet, on est à Miami. Je vous l'avais dit, on avait de l'eau dans le gaz entre Julie Bertin, j'avais plus son nom de famille, et Jordan Deschti, et malheureusement, on a eu une rupture officielle. Les indices se sont multipliés et ont laissé peu de place au doute. Julie Bertin et Jordan traversaient une période difficile, et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont vraiment plus ensemble. Julie Bertin et Jordan, c'est une histoire qui a été un conte de télé-réalité. Leur histoire commence sur le tournage de la saison 3 des 50, ça a fait pas mal d'étincelles. Complice dès le premier instant, leur attirance se transforme en coup de foudre. Lorsque Julie a été éliminée du jeu, Jordan par amour l'a même suivi. Ensuite, ils officialisent leur couple, d'abord timidement, puis ouvertement, et ils ont décidé de franchir une étape importante. Julie avait quitté le sud de la France pour rejoindre Jordan au Maroc. Ces derniers temps, plusieurs signaux indiquaient que Julie et Jordan ne filaient plus le parfait amour. Aquababe, toujours bien informé, avait dit que Julie n'avait pas dit que c'était fini entre eux, mais qu'il y avait de la distance et qu'ils essayaient de réparer ça. Il disait c'est un peu froid, mais l'amour est toujours là.
Pour les internautes, ces propos n'ont pas suffi à calmer les spéculations et face à l'ampleur des questions, Julie elle a pris la parole elle-même. Elle n'a pas explicitement annoncé sa séparation, mais les comportements en disent long. Elle a mis en story: les saisons passent, les évidences s'effacent, ce qui semblait figé s'éveille, ce qui paraissait lointain revient. La vie teste toujours celles qui savent ce qu'elles veulent, juste pour voir si elles ont vraiment retenu la leçon. Un texte énigmatique, mais qui laisse sous-entendre une réflexion profonde. C'est pas tout, on a aussi remarqué que Julie a supprimé toutes les photos avec Jordan et que les deux ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. Des actes qui, dans l'univers de la télé-réalité, sont souvent synonymes de rupture. Si l'on en croit ces indices, Julie semble avoir tourné la page et pris ses distances avec Jordan. Reste à savoir quelles sont les raisons précises de cet éloignement. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ont fait des déclarations officielles confirmant ou infirmant la séparation, mais tout est là et tout nous laisse croire qu'elle est bel et bien réelle. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Camille Froment et de sa fille, de la violence qu'elle peut avoir envers sa fille dans les lives TikTok, et pourtant on a eu un nouvel exemple. Petit contexte, Camille Froment, c'est une candidate des Marseillais des apprentis, fait une nouvelle fois polémique. Déjà lors d'un live diffusé en décembre 2024, son comportement avec sa fille Zeliana avait suscité une vague d'indignation. Des internautes dénonçaient une attitude jugée déplacée et relançaient le débat sur la surexposition des enfants. Et bien là, on a eu pas mal d'autres choses à travers un petit extrait de live partagé sur les réseaux. On aperçoit Camille réprimander sèchement sa fille. Il y en a qui disent que qu'elle a une incompétence parentale, de la maltraitance, et son comportement a été jugé assez violent. Camille, elle avait déjà réagi. Elle disait qu'elle traversait une période difficile, que élever une enfant seule, ça représente un défi au quotidien. Elle avait tenté de relativiser l'incident, mais tout le monde s'est dit non, ça passe pas. La polémique Camille Froment ouvre un débat plus large sur l'exposition des enfants sur les réseaux. De nombreux internautes estiment que filmer de tels instants de la vie privée est problématique. Certains ont dit ce genre de scène ne devrait jamais être diffusé. Et bien, dans ce fameux live TikTok que vous allez voir, on a pas mal de choses qui sont ressorties. Je fais les points. Un geste inquiétant. Lors du live, Camille se retourne brusquement vers Zeliana avec le bras levé. La fillette réagit, elle se protège le visage. Ce geste simple a suffi à alimenter les rumeurs. Pour certains, cette réaction trahirait une peur ancrée, laissant sous-entendre que la petite subirait régulièrement des réprimandes trop sévères. Des commentaires comme « elle se fait taper la petite, le langage du corps ne ment pas » ont envahi les réseaux. Deuxième point, des paroles jugées inappropriées. Camille aurait lancé une menace verbale envers sa fille, lui disant « je vais te prendre ta joue, je vais te pincer ». Une phrase qui a profondément choqué les internautes, beaucoup considérant ce type de propos inacceptable envers un enfant. Dernier point, une réaction qui interpelle. Le comportement de Zeliana a aussi interpellé. Elle est en colère, elle crie face à sa mère, une attitude que certains jugent comme un signe de stress ou de tension constante dans les relations. Je vous laisse regarder. Courage et trigger warning. Allez, c'est bon. Descends. Je vais prendre ta joue, je vais te pincer. Arrête! Décale-toi! Cette nouvelle polémique soulève la question des limites à ne pas franchir pour les influenceurs lorsqu'il s'agit de partager leur vie de famille en ligne. Doit-on exposer des enfants sur les réseaux? Jusqu'où un parent peut aller pour partager des moments de sa vie? Quoi qu'il en soit, Camille Froment se retrouve une fois de plus au centre d'un débat houleux. Est-ce qu'il faut qu'elle arrête de surexposer sa fille? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Vous me laisserez me dire ce que vous en pensez, surtout si vous êtes parent. Je termine le cœur actu avec le retour de la JLC Family. 3 ans après la fin de la diffusion de la saison 6 sur TFX, Jazz Correa a créé la surprise et a annoncé le grand retour de son émission. La JLC a vu le jour en 2019, ça suivait le quotidien de Jazz et de son mari Laurent et de leurs enfants à Dubaï. C'est un petit peu la famille Kardashian, j'ai pas envie de dire de Wish, mais à Dubaï. Le 17 mars 2025, après une fin en 2022, Jazz fait une annonce et elle annonce la saison 7 de la JLC. Regardez. Okay guys, we're back. Did you miss us? Because we missed you. Un message clair accompagne une vidéo qui génère de nombreuses réactions. Les fans de la première heure se sont réjouis de la nouvelle. Jazz a partagé pas mal de petites choses avant cette annonce. Elle a partagé les épreuves, la mort de son beau-père, le père de Laurent. Jazz a également dénoncé certaines trahisons dans son entourage et professionnel, mais elle partage un optimisme pour 2025. Elle dit que cette nouvelle année sera l'occasion de se reconsacrer à de nouveaux défis, de laisser le passé derrière elle. Elle dit 2025
2025 pour moi sera, si Dieu me le permet, une année pleine de voyages, de moments pour moi seul et de grandes guérisons. L'annonce du retour de la GLC a généré des réactions partagées. Les fans accueillent la nouvelle avec enthousiasme et il y en a beaucoup qui sont impatients. On peut lire, enfin depuis le temps qu'on attendait ça, Jazz, t'es une femme forte. Certains abonnés n'ont pas caché leur scepticisme. Nombreux sont ceux qui se demandent ce que cette nouvelle saison apportera de plus. Des commentaires disent « J'espère qu'on verra une évolution morale et mentale. Elle avait pourtant dit qu'elle arrêtait. Encore une dispute à l'écran ?» Il semblerait que certains soient ravis de revoir la GLC et d'autres non. L'annonce de du retour de cette émission sur les écrans de télé a quand même suscité principalement une vague d'enthousiasme et on verra ce qu'il en est. Seul l'avenir nous dira si l'émission sera bien. Et si vous voulez mon avis, franchement, moi j'avais beaucoup aimé regarder la GLC. Je trouve que c'était très divertissant si on aime bien tout ce qui est télé-réalité et divertissement. Et honnêtement, j'avais beaucoup aimé. Donc hâte de voir ce que cette nouvelle saison pourra donner. Voilà tout le monde pour le cœur actu de cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser, vous plaire. Vous l'avez compris, l'émission est à peine plus courte que d'habitude. J'ai bugué d'habitude. Malgré tout, elle a l'air quand même assez intéressante. Franchement, je m'éclate à la filmer cette semaine. On a beaucoup de sujets qui sont un peu hors ce qu'on connaît d'habitude et du coup, je pense que ça la rend beaucoup plus riche. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On passe au gros dossier. C'est parti. Jingle! Pour les gros dossiers, eh bien, on commence avec Chloé et Enna de l'île de la Tentation. Je pense que vous avez certainement suivi cette nouvelle saison. Moi, je l'ai suivie en diagonale, mais chaque année, depuis qu'ils sont revenus, mais chaque saison, l'île de la Tentation a un objectif. Pousser les couples dans leur retranchement, testant leur fidélité et leur résistance face à des tentations toujours plus fortes. On a des trahisons, des doutes, des confrontations explosives et les candidats doivent affronter bien plus que leur propre jalousie. Ils sont exposés au regard du public qui ne manque pas de commenter chacune des choses qui se passent. Certaines relations s'effondrent sous la pression, mais d'autres parviennent à survivre. C'est le cas de Chloé et Enna, dont le parcours tumultueux a marqué les téléspectateurs jusqu'à la dernière minute du feu de camp final. Tout semblait indiquer à une rupture inévitable après la découverte d'images compromettantes, mais le couple a pris tout le monde de court en choisissant de poursuivre leur histoire. Et aujourd'hui, contre vents et marées, ils officialisent leur relation. Les derniers épisodes de l'île de la Tentation ont été intenses pour Chloé. Lors du feu de camp final, elle a découvert des images troublantes de Enna, très proche d'une autre candidate qui s'appelle Karine. Il y avait des gestes ambigus, des paroles déplacées, et Enna semblait clairement s'éloigner de celle avec qui il était venu tester son couple. Chloé était choquée et blessée et elle a hésité longuement avant de prendre sa décision. La trahison était évidente aux yeux du public qui s'attendait à une rupture immédiate, mais pourtant il n'y avait pas de limite claire. Les critiques n'ont pas tardé à fuser, il y a de nombreux internautes qui ont dénoncé son choix en disant qu'elle était aveugle ou qu'elle était carrément faible. Mais Chloé, elle s'est exprimée sur un live TikTok, elle a révélé un élément du tournage qui avait été coupé. Selon elle, Enna avait prononcé une phrase clé qui l'aurait convaincue. Il a dit « Je savais ce que je faisais » en jurant sur la tête de sa maman. Pour elle, ces mots ont suffi à dissiper les parties de doute et donc lui ont donné envie de repartir avec lui et de croire dans la relation. Donc ça, c'est vraiment pour le côté relation de Enna et de Chloé, mais c'est pas tout ce qui s'est passé. On a aussi eu des accusations de blackfishing. Les critiques envers Chloé ne se sont effectivement pas arrêtées là. On a des internautes qui l'ont accusé de blackfishing. Donc pour contexte, le blackfishing désigne le fait d'adopter des codes culturels associés aux personnes noires ou métissées sans être soi-même issu de cette culture. En cause, Chloé revendique des racines martiniquaises, mais certains internautes affirment qu'elle n'a en réalité aucune origine antillaise et qu'elle cherche simplement à s'approprier une culture qui n'est pas la sienne. L'affaire a aussi pris de l'ampleur parce qu'on a plusieurs vidéos qui ont circulé sur TikTok qui disent « Chloé n'est pas antillaise, elle vient du Nord ». Elle a pris la parole dans une vidéo évidemment, elle a dénoncé un acharnement injuste à son encontre, elle a dit « C'est comme au Uno, je me prends un x2 ». Elle a dit ça en ironisant. Elle a expliqué que bien qu'elle a des origines qu'elle revendique, elle n'a pas grandi dans la culture antillaise. Elle a même évoqué un test ADN pour prouver ses propos. Malheureusement, ces explications n'ont pas convaincu tout le monde et je vais vous laisser les écouter dans un instant. Les gens l'ont jugée maladroite, voire manipulatrice et elle a fini par désactiver les commentaires sous ses publications. Malgré ça, le buzz il continue de grossir, la polémique enfle autour de Chloé et ils ont décidé, tout simplement, Chloé et Enna, après d'avoir officialisé leur relation, de prendre un tout petit peu de recul par rapport aux polémiques, mais tout le monde n'arrête pas de parler. En clair, on a donc cette polémique autour des origines de Chloé, mais on a aussi une polémique par rapport au fait que les deux soient partis ensemble. Avant de vous laisser
juste écouter Chloé. Les internautes disent si elle est heureuse, tant mieux pour elle, mais moi j'aurais jamais pardonné. J'espère que t'as compris la leçon. Enna ne refait pas souffrir Chloé. Ils veulent juste du buzz, ça se voit. Il y en a beaucoup qui disent aussi que en fait leur relation elle va être là tout simplement pour faire continuer par les deux, que ça soit prochainement sur la plage des apprentis, ou peut-être même de l'apparition dans la villa, ou dans les 50, bref, on se pose pas mal de questions. En tous les cas, vous me direz ce que vous pensez de tout ça, je vous laisse écouter Chloé pour ses révélations par rapport à ses origines qui n'ont pas plu à beaucoup de gens. Pour cette raison qu'on peut naître avec certaines origines, donc qui font partie de notre nature, ce qui est inné, tout en ayant une autre culture. Parce que c'est ce qui est acquis. Et c'est ce qui va dépendre de plein de facteurs différents qui vont nous influencer au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de notre développement. Certaines personnes ont la culture qui correspond à leurs origines et d'autres pas du tout. Comme moi, c'est exactement mon cas. D'où pourquoi j'ai toujours dit je n'ai pas la culture de mes origines. Mes origines, c'est quoi? L'Italie, la Pologne et l'Allemagne. Qu'est-ce que j'y connais à ces pays-là, à ces cultures-là? Rien. Je n'ai même pas mis les pieds là-bas. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont des origines, mais qui ne s'y rattachent pas plus que ça. Enfin bref, les amis, retenez juste que j'ai toujours été transparente sur mes origines. Bien avant toute cette polémique, j'avais déjà répondu à la question de mes origines dans ma story à la une sur Instagram. Donc en fait, à partir de là, il y a déjà même plus de débat. C'est pas quelque chose que j'ai caché, c'est quelque chose... Enfin, j'ai communiqué sur ça bien avant toute cette polémique. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis c'est ridicule. Maintenant, concernant ma fameuse culture. Je suis née à Saint-Saulve. C'est une ville dans la banlieue valenciennoise qui se situe dans le nord. Mais je ne suis pas une ch'ti. Je n'ai pas l'accent ch'ti. Pourquoi? Parce que ça ne m'a pas du tout, mais alors pas du tout, influencé dans mon développement. Vous le savez, je n'ai pas regardé l'île de la Tentation, mais j'ai dévoré chacune des polémiques qui entouraient cette émission parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup et celle-ci a fait beaucoup parler. Et les amis, évidemment, nous terminons les gros dossiers avec Marwa Meraska. Depuis l'annonce de sa séparation avec Vincent, Marwa traverse une période difficile, que ce soit sur le plan émotionnel et physique. Elle ne s'est pas limitée à une simple rupture sentimentale. C'est une situation qui, chez elle, a engendré des conséquences notables sur sa santé. Elle est récemment sortie du silence. Elle a apporté des précisions sur les raisons qui l'ont conduit à la fin de son histoire avec Vincent. C'était pas un choix précipité ou une décision prise sur un coup de tête. Leur rupture découle d'une série d'événements. Je vous rappelle qu'ils ont essayé d'arranger les choses en Thaïlande, malheureusement ça n'a pas marché, et aux dernières nouvelles, elle disait « Ce sont pas tes enfants qui ont posé problème, c'est ton ex-femme, l'autre partie sans citer personne ne nous a pas aidés non plus, nanana, nanana, nanana. » Elle parlait beaucoup de rimes. Aquababe, il avait fait des révélations, et comme je vous l'ai dit, il avait confirmé la présence d'un climat tendu au sein de Marwa et de Vincent. Dernièrement, il avait aussi repris la parole, c'est pour ça que j'ai complété avec la FAQ en début de vidéo, en disant que selon ses sources, eh bien, les deux seraient en train de se rapprocher, qu'il y aurait un patio dans la villa. Marwa, elle a démenti à travers Skyres TVR. Vous savez quoi? Je vous laisse avec mon TikTok. Regardez. J'ai même pas encore bu un café. Il est à peine 9h du matin que je vois ce que notre cher Aquababe a dit hier sur le couple emblématique Marwa-Vincent, cette telenovela à eux-mêmes. Tenez-vous prêts, prenez quelque chose à boire, ça va vous énerver. Je cite. Exclu, d'après mes infos, c'est officiellement le retour du couple Marwa et Vincent. Le retour du couple. Et ils compteraient bien faire un patio dans la villa des cœurs brisés. Non, on fera pas la villa. Pourquoi faire? De toute façon, on n'est plus ensemble. C'est sincère. Pourquoi on mentirait? Nanana. Pourquoi ils font la villa alors? Pourquoi il y a un patio? On fait pas la villa, mais il y aura un patio quand même. Je ne comprends pas. Non, puis moi, je suis vraiment le premier toujours à dire oui, faut leur faire confiance. Peut-être que Marwa, elle veut vraiment se reconstruire. Peut-être que sa relation l'a juste blessée et que les choses vont aller et que juste elle ne veut plus en parler, etc. Et qu'elle veut passer à autre chose. Mais j'ai encore été crédule et naïf, tout simplement. Et tout ça ne serait donc potentiellement que du buzz. Une fois de plus. Oui, ça étonne qui? Pas moi, pas vous. Mais ce n'est pas tout, parce que selon Skyres TVR, Marwa aurait confirmé les choses
Elle lui a dit: qui t'a dit ça? Non, effectivement, on n'est pas en couple. Oui, on s'aime, mais nous ne sommes pas ensemble. J'ai zéro raison de mentir. Je m'en fous du regard des autres. Moi, je vous dis que la Lucie Mariotti, là, elle va essayer de régler leurs problèmes. On n'en peut plus, laissez-nous tranquilles! Mais ce n'est pas tout, parce que Marois, elle a aussi pris la parole directement dans des stories que j'ai pu trouver chez Exclu TV, et elle explique en fait que sa santé physique aussi a été touchée par ça, et que malheureusement, elle avait perdu énormément de poids, selon ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle a des petites plaques autour du visage, que ça doit être à cause du stress et de l'angoisse, qu'elle a repris deux tout petits kilos, qu'elle aimerait bien en reprendre, qu'apparemment à Bali, elle mangeait quasiment rien, et c'est un témoignage en fait qui met en lumière une réalité souvent méconnue, l'impact direct des chocs émotionnels sur la santé physique, surtout après une rupture ou la perte d'un être cher. Il n'est pas rare de souffrir de troubles du sommeil, de douleurs psychosomatiques, de dérèglements alimentaires, et ce que traverse Marois n'est pas un cas isolé, mais ça montre qu'elle a besoin de faire pas mal d'efforts pour essayer de s'en sortir prochainement. Elle veut parler ouvertement de son mal-être et elle essaye de briser des tabous. Avant de vous laisser écouter, quand j'ai entendu ça, eh bien vous savez quoi, je me suis dit que c'était très bien, parce que je voyais quelqu'un qui essayait de vouloir se reconstruire, quelqu'un qui voulait mettre en avant une partie positive d'elle en montrant qu'elle va être là pour retrouver sa lumière. Mais les choses ont vite changé, regardez. Petit update de ma peau, ça va un peu mieux. Je suis toujours un peu... Genre j'ai des petites plaques ici. Je sais toujours pas c'est dû à quoi, mais à mon avis c'est dû au stress, l'angoisse, tout ce qu'il y a eu ces derniers temps. Donc je pense que c'est surtout par rapport à ça. Mais au moins ça va mieux. Update de mon poids, j'ai repris 2 petits kilos, mais vraiment 2 tout petits kilos. J'aimerais bien en reprendre encore 2, arriver à 54, 55 max. Donc voilà, petit à petit, après c'est pas forcément évident avec le jeûne et tout. Bien que je mange quand même pas mal bien quand je coupe. Enfin, je mange normalement. Avant, je mangeais pas du tout. Quand j'étais à Bali, je mangeais, demandais à Ambrine. Même Ambrine, elle me disait, mais meuf, t'as rien mangé. Je mangeais genre 3-4 bouchées de mon assiette et je m'arrêtais là. Bref, donc là, ça va un peu mieux. Je suis contente. Et voilà. J'ai reçu ce message peut-être une quinzaine de fois en me demandant si j'étais heureuse, si je me sentais en paix. Donc je fais une réponse globale pour tout le monde. Aujourd'hui, je pourrais pas dire que je suis complètement heureuse. Je pourrais pas dire que je suis complètement épanouie et complètement en paix parce que ce qui s'est passé, c'est très récent quand même, ça fait pas longtemps, ça fait juste quelques semaines. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je me sens 1000 fois mieux qu'il y a quelques jours ou il y a encore quelques semaines. Que même si finalement, je suis arrivée, où je suis aujourd'hui, c'est pas où j'aurais voulu être, en fait, je me sens beaucoup mieux en fait. Je suis autour de ma famille, autour de mes amis et c'est pour moi le plus important. J'ai gagné en amour propre et c'est pour moi le plus important et j'aspire à être encore plus heureuse prochainement. Mais c'est un travail que je fais sur le long terme et j'y suis encore aujourd'hui, mais ça va le faire. En effet, le mercredi 19 mars, on a eu Marois qui a été l'invitée chez Dr Lolo. Elle a parlé de sa rupture, elle a dit « je ne m'y attendais pas, pour moi j'allais faire ma vie avec, j'ai tellement idéalisé cette histoire, j'ai la tête sur les épaules et les pieds sur terre, c'est juste que je ne montrais pas sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça qui m'a qui m'a pas autant anéanti, même si je l'ai été quand même, nanana. » Marois dit quelque chose d'intéressant dans cet épisode de podcast avec Laura. Elle dit « je ne dis pas que c'est plus de sa faute ou de la mienne, donc plus de sa faute ou de la mienne. On a tous les deux nos torts. Vu que je sais que j'ai tout donné, tout fait ce qui était possible pour que ça puisse fonctionner, je sais que je repars sans regret. » Elle n'a pas voulu donner les raisons de sa séparation et elle a dit encore une fois que c'était la dernière fois qu'elle en parlait. Eh bien non, on a eu une vidéo sur sa propre chaîne avec une avocate. Marois a livré une vidéo de 35 minutes dans un cadre intime assez bizarre, je vais pas vous mentir, et inédit. Elle s'est confiée avec Janine Bonagiunta, avocate reconnue pour son engagement contre les violences intrafamiliales. C'est un format qui a fait beaucoup parler parce qu'on avait l'impression d'être immergé dans une thérapie avec Marois Merasca, comme si on ne devait pas être là, mais nous étions quand même là. C'est un format qui ressemble à une sorte de podcast émouvant qui marque un tournant pour elle. Marois dit que c'est une relation qui l'a beaucoup touchée, qui lui a fait beaucoup de mal, qu'elle aussi elle sait qu'elle lui a fait du mal, mais jamais intentionnellement. Elle parle qu'il y a eu des critiques, des mots déplacés, qu'elle-même a été toxique dans cette relation. C'est un aveu qui est empreint de sincérité
sincérité selon les internautes, qui tranche avec les discours habituels sur les relations amoureuses médiatisées. Marwa met d'ailleurs en garde contre une erreur qu'elle regrette. Elle dit quand vous avez des problèmes, évitez de les mettre sur la place publique parce que c'est une horreur finalement. J'ai trouvé ça un petit peu culotté, pardonnez-moi, après avoir pris autant de fois la parole. En légende de la vidéo, Marwa précise que son intention n'est ni un règlement de compte ni une conclusion définitive. Elle dit ce n'est ni un règlement de compte ni une conclusion, juste un moment de sincérité, un besoin de m'exprimer sur certains sujets avec bienveillance. C'est une prise de parole rare et assez vulnérable qui résonne comme une tentative de reconstruction, mais malheureusement, celle-ci n'a pas été bien acceptée. J'en ai fait un live de cette vidéo au complet et honnêtement, j'ai trouvé ça extrêmement glauque en fait, parce que j'avais l'impression d'être vraiment dans l'intimité de quelqu'un, ici Vincent Queijo, qui n'était même pas présent, parce qu'elle a énormément parlé de lui, elle a énormément parlé de son parcours avec lui, etc. etc. Et Vincent n'était pas là pour donner sa version des faits. On dirait que c'était une énorme mise en scène, vous me direz ce que vous en avez pensé si vous avez vu cette vidéo. Et évidemment, j'envoie quand même tout mon courage à toutes les victimes de relations toxiques. Qu'est-ce qui serait idéal pour vous maintenant ? Aujourd'hui, ce qui serait idéal pour moi, c'est de déjà me reconstruire moi. Je pense que je suis clairement en train de le faire parce que c'est vrai que dans ma relation, j'ai quand même perdu un peu confiance en moi alors que j'ai toujours été une femme avec beaucoup de... J'ai toujours eu confiance en moi, je me suis toujours trouvée pimpante, sexy, j'ai toujours voulu prendre soin de moi, j'ai toujours été comme ça. Et c'est vrai que quand j'étais avec Vincent, j'ai quand même mis beaucoup ça de côté. Et déjà, juste le fait de reprendre confiance en moi, de continuer, enfin de reprendre le fait que je suis une femme coquette, le fait de m'apprêter, le fait de me mettre moi sur le devant de la scène, ça m'aide parce que du coup, je m'aime comme ça. Et pourquoi vous aviez perdu confiance en vous ? Parce que le fait que lui, il aille pas bien, le fait que moi, j'ai toujours voulu lui dire « Mais non, t'inquiète, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça », moi, je m'apportais plus ça à moi-même, alors que c'est un travail que j'ai toujours fait sur moi-même. Voilà tout le monde pour les gros dossiers. On passe à la découverte de la semaine. Et oui, elle est de retour. J'ai vu une vidéo qui m'a fait beaucoup plaisir et j'avais très envie de vous la partager. Pour la seule et l'unique découverte de la semaine de MTT, je vous parle d'une collègue et amie, Liana, qui a fait un dossier immense d'1h45 sur tout le parcours de Maëva Guénam. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Maëva Guénam et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent d'où elle vient en télé, quelles ont été toutes ces polémiques, quelles ont été ceci, quelles ont été cela plutôt. Et je vous invite réellement à aller voir la vidéo de Liana qui est extrêmement complète. Je n'ai jamais vu une vidéo aussi complète sur Maëva Guénam, donc si jamais vous voulez vous faire une biographie complète de cette grande star de télé-réalité, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si j'y pense, sinon allez juste voir la vidéo de Liana. Je vous laisse avec un extrait et bravo pour ton travail. Et après évidemment il y a eu pas mal d'autres polémiques, là je pense notamment au drama entre guillemets avec Diva Rebecca. Il y avait aussi toute une histoire par rapport à son voyage en Chine avec Salia, il y a eu... Maëva Guénam fait beaucoup parler. Voilà, parfois malgré elle, mais elle fait beaucoup parler. Maintenant, encore une fois, comme je vous ai dit dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur... C'est pas possible. La vidéo va durer 10 heures. Moi, je trouve en gros que Maëva, écoutez, c'est une personne qui ne laisse personne indifférent, clairement. C'est une jeune femme, certes extravagante, qui aime parfois provoquer et qui assume totalement son mode de vie. Après, oui, il faut être honnête, elle a pu aller trop loin à certains moments, que ce soit dans ses propos, dans certaines polémiques ou dans ses choix. Elle n'a pas toujours réfléchi aux conséquences de ses actions. Et elle a évidemment parfois dit des choses sans forcément mesurer l'impact que ça pouvait avoir. Voilà tout le monde pour MTT cette semaine. J'espère sincèrement que l'émission a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Ça aide grandement à savoir que les émissions vous plaisent. En emoji de la semaine, bien écoutez, je n'ai aucune idée de quoi mettre. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme emoji ? J'ai bien envie de voir des couronnes dans l'espace commentaire. C'est vrai qu'on le met jamais, mais c'est pour vous rappeler que vous êtes tous et toutes des rois et des reines. Mettez des couronnes dans l'espace commentaire pour me dire que vous êtes arrivés jusqu'ici. J'espère que vous avez passé un bon moment, un bon dimanche également, ou alors un bon début de semaine, suivant quand vous me regardez. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et les prochains jours pour plein de vidéos, jusqu'à dimanche prochain, 10h30 pour Mixeuse The Tea. Je vous embrasse, merci pour votre fidélité comme chaque dimanche, et on se retrouve très prochainement. Bye guys, love you.